Asano était un solitaire malchanceux dont la vie a pris un tournant désastreux quand lui et sa famille ont eu un terrible accident, le laissant orphelin dans ce monde cruel. Il devient un ermite complet, refusant de parler à quiconque, à l'exception de sa meilleure amie d'enfance, Matsumi. Un jour, il découvre la vérité sur la famille de Matsumi, ce qui bouleverse sa vie alors qu'il plonge dans le monde des espions et des assassins. Il apprend vite que la mort de sa famille n'était pas un accident, mais un meurtre prémédité, après quoi il commence à s'entraîner pour devenir le plus fort espion du monde afin de venger ses parents. Ce ne fut pas toujours le cas, cependant. Après la mort de sa famille, il a tenté de repousser tout le monde, y compris Matsumi aux cheveux bleus, car il avait peur de les perdre, mais elle l'a rassuré, lui promettant qu'elle ne le laisserait jamais seul dans ce monde. Bientôt, quelques années passent, et Asano commence à fréquenter une nouvelle école avec Matsumi. Mais même après un mois, il a du mal à se faire des amis, et s'évanouit à cause de sa nervosité. Matsumi s'approche de lui pendant le déjeuner et lui propose de le nourrir. Mais la bouchée est prise par leur professeur étrange nommé Aiz, qui dit à Asano de le rencontrer après l'école, dans son bureau. Cela effraie Asano, car il n'aime pas parler aux gens depuis l'incident avec ses parents. Mais il n'a pas d'autre choix, et est forcé de se rendre au bureau de Aiz comme demandé. Le grand professeur lui offre du thé et s'assied inconfortablement près de lui, commençant à lui montrer des photos de Matsumi qu'il a prises en secret. Asano savait déjà quelle était sa préférée, mais c'était trop, et il se demande s'il devrait signaler ce simp au FBI. Soudain, sa voix change alors qu'il commence à montrer des photos de Matsumi bébé, ce qui choque Asano, qui n'a aucune idée de comment il peut avoir ces clichés. Aiz observe la confusion sur le visage d'Asano et affirme qu'il suit Matsumi depuis son plus jeune âge. Elle est extrêmement jolie, et de ce fait, beaucoup d'idiots tentent de l'approcher, ce qu'il doit gérer à sa manière. Il lui montre la vidéo d'un étudiant de 3e année qui a récemment tenté de draguer Matsumi, mais Aiz l'a tabassé et a menacé de le tuer s'il s'approchait d'elle à nouveau. Cela effraie Asano, qui réalise que ce professeur est dérangé, mais avant même qu'il ne puisse bouger, Aiz sort un couteau et le place à la gorge d'Asano, lui disant qu'il l'avait ignoré parce qu'il était un ami d'enfance de Matsumi. Mais maintenant, les choses ont changé, et il ne peut prendre aucun risque. Asano était figé de peur, incapable de bouger, quand Aiz lui dit que Matsumi est sa petite sœur, et qu'il doit s'assurer qu'elle reste en sécurité. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, la fenêtre s'ouvre et une jeune femme en robe blanche saute à l'intérieur, disant à Aiz de reculer. Elle utilise ensuite une grenade flash spéciale avant de s'enfuir, avec Asano lui sauvant la vie. Quand il se réveille, il se retrouve entouré de Matsumi et d'un tas d'autres personnes, ce qui déclenche sa nervosité, et il s'enfuit dans un coin. Matsumi lui dit de ne pas s'inquiéter car il sera en sécurité, car toutes ces personnes sont ses frères et sœurs. Asano est toujours confus, mais Matsumi continue de les présenter un par un. La jeune femme en robe blanche est la sœur aînée Fyuta, le gars aux cheveux verts dans la poubelle est Shinzo, la hackeuse aux cheveux roses Shion, le travesti blond Fury Ken, et l'énorme tête de seau est son jeune frère Nana. Elle lui présente aussi le chien nommé Goliath, et affirme très nonchalamment qu'ils sont une famille d'espions. Asano était complètement abasourdi par cela, et lui dit de ralentir, car il pensait que sa famille était un groupe de pauvres vendeurs de légumes, mais maintenant elle lui dit qu'ils vendent des armes au lieu de légumes. Il n'y croit pas et pense qu'on lui fait une blague, alors il attrape une arme et tire, réalisant seulement que c'était une vraie. Futa lui dit de ne pas s'inquiéter, car les espions sont très courants dans ce monde et sont comme des freelances, tandis que Shion répond qu'ils ont 4,8 étoiles sur Trustpilot, donc il n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Ken lui montre aussi le magazine Spy Weekly, avec Aiz en couverture, disant à Asano que Aiz est assez célèbre et l'un des espions les plus forts du monde. Asano est sans voix face à tant d'informations, mais Futa lui dit que Aiz est l'aîné de cette famille, et de loin le plus intelligent, habile et fort espion parmi eux. Le pauvre garçon est toujours confus et demande pourquoi Aiz l'attaquerait, et Futa lui dit qu'ils ont récemment eu une piste de Twitter selon laquelle quelqu'un allait essayer de tuer Matsumi. Elle lui dit qu'il y a quelques années, il y a eu un accident où Matsumi a été gravement blessé, et Aiz s'est blâmé pour tout cela. Depuis ce jour, il a commencé à dévouer entièrement sa vie, à s'assurer qu'elle reste en sécurité, et est devenu consumé par cette obsession de la protéger de tout danger. Il a toujours détesté la proximité d'Asano avec elle, mais l'a épargnée car il était son ami d'enfance. Mais maintenant, à cause de la piste, il a une raison justifiée d'essayer de le tuer. Avant même qu'Asano ne puisse digérer cette information, les alarmes commencent à sonner, et Futa leur dit que Aiz est revenu pour en finir avec Asano. Ils ferment immédiatement toutes les portes, et Shinzo arme tous les pièges de la maison, tandis que Futa dit à tout le monde de se préparer, car ils sont les seuls à pouvoir arrêter ce monstre. Asano semble un peu plein d'espoir, mais Futa lui dit que même à 5 contre 1, ils n'ont réussi à gagner contre lui que 30% du temps, et qu'il y a une énorme chance que quelqu'un ait besoin de 6 mois de convalescence ou que toute la maison brûle. Elle saute ensuite vers Asano et lui dit que la seule façon pour lui de survivre est d'épouser Matsumi. Elle explique qu'il y a une règle dans la maison Yosakura, et qu'ils ne peuvent tuer aucun membre de la famille quoi qu'il arrive. Donc si Asano épouse Matsumi en échangeant des bagues, même Aiz sera forcé de le laisser tranquille.
Asano reste là, incapable de traiter tant d'informations, mais au moment où il pense à faire partie d'une famille à nouveau, son SSPT se déclenche et il commence à trembler. Mais Matsumi prend la parole et affirme que dire à Asano de l'épouser et de devenir une famille est très cruel, car il digère encore la perte de sa propre famille et a beaucoup de problèmes à ce sujet. Futa comprend cela et s'excuse tandis que les frères et sœurs restants commencent à discuter des plans pour vaincre leur frère aîné. À leur surprise et horreur, cependant, Aiz apparaît au milieu d'eux, sirotant son jus comme si de rien n'était. Tous les frères et sœurs étaient effrayés tandis que Aiz disait avec confiance à Shinzo qu'il avait brisé tous les pièges qu'il avait tendus. Futa s'approche immédiatement de lui et lui dit de laisser Asano tranquille. Mais Aiz affirme qu'il doit éliminer la menace, même si les chances d'Eli sont extrêmement faibles. Cela effraie Asano, mais Futa attrape immédiatement sa cravate et commence à le faire tournoyer avant de le projeter au sol alors que le combat commence vraiment. Shinzo utilise ses bras mécaniques pour immobiliser Aiz, tandis que Nana devient Samsulik et lui donne des coups de poing au visage. Ken et Shion emmènent immédiatement Asano, mais Aiz n'est pas si facilement découragé car il bloque toutes les attaques et les repousse tous. Aiz se lève calmement et leur dit que leur coordination était impressionnante, mais pas assez bonne pour le toucher et leur dit de simplement lui remettre le garçon. Asano est confus à propos des fils sortant des doigts de Aiz, mais Futa affirme que ce sont des fils tranchants comme des rasoirs et dit à Shion de s'enfuir avec Asano pendant qu'elle s'occupe de Aiz. Elle se précipite immédiatement vers lui et commence à bloquer et à dévier tous ses fils, mais il est trop rapide pour elle et utilise ses fils pour la piéger et lui tord les bras avant de l'attacher au plafond, tandis qu'elle lui crie de la laisser partir. Shion dit à Ken d'emmener Asano, tandis qu'elle attrape son téléphone et lâche un tas de drones tueurs sur son frère. Aiz ne semble pas s'en soucier, car les drones commencent immédiatement à lui tirer dessus pendant que Ken et Matsumi forcent Asano dans une zone cachée derrière un tableau et le rassurent non qu'elle sera toujours avec lui. Bientôt, Aiz sort de la pièce après s'être occupé de tous les drones et, avec un sourire, dit à Matsumi de s'approcher de lui. Asano se tenait également derrière elle, ce qui est étrange, mais Matsumi suit les instructions de Aiz et commence à marcher vers lui. Elle a d'autres plans cependant, car elle sort un pistolet, tandis que Doggy saute pour attaquer, mais Aiz s'y attendait et les attache immédiatement tous les deux. Aiz s'approche de Matsumi et retire le masque pour révéler que c'était en fait Ken déguisé en elle. Il passe devant Ken, affirmant qu'il doit être plus précis avec ses costumes, et dit à Matsumi de sortir du déguisement d'Asano. Asano observe depuis le trou dans le tableau, tandis que Matsumi retire son masque et dit à Aiz de laisser Asano tranquille, car il n'a rien à voir avec tout ce drame. À sa surprise, Aiz accepte de le faire mais affirme aussi qu'en retour, Matsumi ne quittera pas la protection de sa maison. Elle n'utilisera pas de smartphone ni n'ira sur internet. Elle n'aura jamais d'amis ou de petits amis et restera toujours sous sa protection. Matsumi est choquée et désespérée car elle ne trouve pas d'autre issue et était sur le point d'accepter quand Asano sort du cadre et dit à Aiz de la laisser partir. Aiz lui dit de s'enfuir avant qu'il ne change d'avis. Mais Asano l'ignore et dit à Matsumi qu'il accepte de devenir un membre de la famille car il ne veut jamais la laisser seule. Des larmes commencent à couler de ses yeux alors qu'elle sourit et jette une bague de mariage vers Asano avant même que Aiz ne puisse réaliser ce qui se passait. Mais avant qu'il ne puisse attraper la bague, Aiz utilise ses fils pour le piéger sur place. Il dit à Asano qu'il ne laissera jamais personne épouser Matsumi, mais à sa surprise, Asano se débat à travers les fils et attrape la bague avec ses mains ensanglantées. À la surprise de Aiz, Asano brise ses fils et met la bague à son doigt, tandis que les autres frères et sœurs arrivent dans la pièce. Aiz est laissé sans voix et choqué, la bouche ouverte tandis que les autres frères et sœurs célèbrent leur union, et Futa s'approche de Aiz, lui disant que maintenant, Asano fait aussi partie de la famille, ce qui signifie que Aiz n'a d'autre choix que de le protéger et de lui apprendre à protéger Matsumi. Plus tard cette nuit-là, Asano décide de rentrer chez lui, car il avait besoin de temps pour digérer tout ce qui s'était passé, et se réveille le lendemain matin pour trouver Aiz debout, au-dessus de lui, avec un couteau à la main. Asano esquive l'attaque nocturne, demandant ce qu'il fait bon sang, mais Aiz affirme que c'est le réveil traditionnel de la famille Yozakura, et puisque maintenant il en fait partie, il doit apprendre les compétences d'un espion. Il sort immédiatement ses fils et commence à les utiliser sur Asano juste pour s'amuser, tandis que Matsumi entend tout cela de la cuisine et se précipite pour trouver Asano piégé en plein air. Aiz affirme qu'il l'aidait juste à faire de l'exercice, mais après avoir vu son visage, il décide d'arrêter. Avant qu'Asano ne puisse reprendre son souffle, Aiz affirme qu'ils doivent de toute façon s'enfuir d'ici et saute par la fenêtre, portant Matsumi et traînant Asano avec lui. C'était un timing parfait car la maison explose immédiatement en flammes. Et Aiz dit à Asano que sa maison était piégée avec une bombe, mais refuse de lui donner une explication car les choses vont bientôt devenir chaotiques. Il dit à Asano que le but principal de la famille est de protéger Matsumi, quoi qu'il arrive, et les emmène tous les deux dans une limousine. Il explique que la nouvelle de leur mariage s'est répandue comme une traînée de poudre. Alors certaines personnes ont essayé de piéger la maison d'Asano avec une bombe visant Matsumi. Asano est toujours très confus quant à la raison pour laquelle quelqu'un voudrait la tuer, mais Aiz explique que Matsumi est la chef de famille. Il affirme que la lignée des Yozakura est ancienne et unique car ils produisent des personnes surhumaines.
Mais à chaque génération, il y a une personne qui naît sans aucune capacité, et elle devient la chef de famille, car elle est la seule à pouvoir avoir des enfants. À cause de cela, Matsumi est la nouvelle chef de famille, et leurs ennemis savent que s'ils tuent Matsumi, ils éteindront essentiellement toute la lignée des espions Yozakura. Ils se versent un peu plus de thé, quand ils commencent à être la cible de tir des voyous qui les suivent. Asano a peur et se baisse, mais Aiz lui dit de ne pas s'inquiéter, car la voiture est blindée, et leur chien, Goliath, est un conducteur expert. Asano n'en croit pas ses oreilles, tandis que les voyous derrière eux commencent à leur tirer dessus avec des lance-roquettes, ce qui fait tomber les dents de Aiz. Cela l'irrite, alors il monte sur le toit de la limousine pour affronter les ennemis, qui commencent immédiatement à tirer. Mais il bloque évidemment toutes les balles facilement. Leur général utilise un RPG sur lui, mais Aiz est imperturbable et utilise simplement ses fils pour couper la roquette, la faisant exploser à leur visage. Avant qu'ils ne puissent récupérer, Aiz utilise à nouveau ses fils, mais cette fois il coupe littéralement toutes les voitures, ce qui entraîne une énorme explosion. Il revient à l'intérieur de la voiture comme si de rien n'était et dit à Asano que, comme tous les autres membres de leur famille, ce n'est pas non plus la responsabilité d'Asano de garder Matsumi en sécurité, quoi qu'il arrive, et pour cela il devra apprendre les voies d'un espion. Aiz pose un pistolet devant Asano et lui dit que sa première mission est de garder Matsumi en sécurité toute la journée. Asano prend cela à cœur et commence à fouiller chaque bureau de la classe pour s'assurer qu'il n'y a rien de dangereux à l'intérieur, et grogne même sur les autres élèves, comme un animal pour les éloigner. Il se souvient comment Aiz lui a dit de ne pas hésiter et de tirer sur toute menace s'il est suspect, et lui tend le téléphone contenant des informations sur un poseur de bombes sur les réseaux sociaux. Aiz affirme que ce type est un expert en bombes et était le responsable de l'explosion de la maison d'Asano. Il affirme que le type est très dangereux, mais a un défaut, qui est son addiction aux réseaux sociaux, où il poste tout ce qu'il fait. Aiz attrape le visage d'Asano et lui dit d'être vigilant, car ce poseur de bombes est très impitoyable et joue généralement avec ses cibles avant de les achever. Selon les récentes publications du poseur de bombes, il a placé 2 bombes pour éliminer Matsumi, et c'est le travail d'Asano de trouver et de neutraliser ces menaces. Il menace Asano que si Matsumi a la moindre égratignure sur son corps, il s'assurera qu'Asano le paie de sa vie. Toute cette journée, Asano surveille tout ce qui est inhabituel et observe Matsumi toute la journée pour s'assurer qu'elle reste en sécurité. Mais pendant la période de jeu, il voit une publication du poseur de bombes affirmant que la 2e bombe est déjà en place. Asano est choqué par cela, mais finit par être frappé au visage par un ballon de football et subit une commotion cérébrale. Il se lève du sol et aperçoit une silhouette mystérieuse passant dans les couloirs, alors il se précipite après elle, seulement pour atteindre l'infirmerie où il est repéré par l'infirmière blonde qui lui demande s'il va bien. Asano l'ignore immédiatement et s'éloigne, mais au moment où il se retourne, il remarque que l'infirmière a simplement disparu dans la nature. Tous ces événements l'ont rendu super paranoïaque alors qu'il est assis dans un coin quand il reçoit une autre notification, le poseur de bombes annonçant que la dernière bombe a également été placée. Alors qu'il était distrait, il est approché par un groupe de garçons qui commencent à lui parler, mais il redevient immédiatement nerveux et est assommé. Un peu plus tard, il ouvre les yeux pour trouver Matsumi le regardant, affirmant que l'infirmière était absente aujourd'hui, alors elle l'a emmené elle-même à l'infirmerie. Toute la tension et la frustration de la journée finissent par l'atteindre, et il demande à Matsumi s'il est digne d'être son mari, car il a du mal à la protéger même pour une seule journée. Tous les sentiments négatifs concernant la perte de ses proches l'envahissent à nouveau, mais Matsumi lui donne une tape sur la tête, affirmant qu'elle préférerait une vie courte avec lui que de vivre éternellement sans lui. Cela fait se sentir mieux Asano, et il lève la tête seulement pour être choqué par la bombe au plafond qui décompte. Il passe immédiatement à l'action, alors que la bombe explose et parvient à se sauver, lui et Matsumi en tirant le canapé sur eux. Quand la poussière et la fumée se dissipent, ils émergent dessous le canapé, tandis qu'Asano commence à se demander comment le poseur de bombes peut savoir où Matsumi va être. Soudain, il réalise que le poseur de bombes le traquait simplement lui et non Matsumi, car le poseur de bombes avait prédit qu'il essaierait de rester aussi près de Matsumi que possible. Il retire immédiatement sa veste et ses soupçons étaient corrects, car il trouve une bombe capsule collée à sa chemise. Il réalise que le poseur de bombes l'a simplement transformé en bombe, ce qui tuerait Matsumi, mais Asano est déterminé à ne pas laisser cela arriver. Il regarde autour de lui pour trouver une sortie et saute immédiatement par la fenêtre, sacrifiant sa propre vie pour s'assurer que Matsumi reste en sécurité. À sa surprise, la bombe n'explose pas et il ne tombe pas de plusieurs étages, car Aiz est arrivé juste à temps et a utilisé ses fils pour sauver Asano. Il affirme que son autre travail a été réglé rapidement, alors il est venu ici pour les vérifier et dit à Asano de ne pas s'inquiéter car il a déjà désactivé la bombe. Il tire Asano vers le haut et lui dit qu'il ne laissera personne de sa famille mourir et le félicite pour ses actions pour essayer de sauver Matsumi. Soudain, la porte s'ouvre et Ken arrive aux côtés de Nana, suivi de Shinzo portant le poseur de bombe dans ses bras. Il place le poseur de bombe devant Aiz, qui l'attache immédiatement avec sa propre bombe et le jette ensuite dans le ciel, après quoi Aiz réactive la bombe, ce qui provoque une explosion massive que cette famille de psychopathes apprécie comme s'ils regardaient un feu d'artifice. Plus tard ce soir-là,
Asano réalise qu'il n'a plus de maison à cause de l'explosion. Alors, Matsumi l'aide à faire ses bagages et le ramène chez elle. Aiz se tient à la porte d'entrée, prêt à le tuer, pour avoir même pensé qu'il pourrait dormir avec Matsumi. Mais Asano promet qu'il dormirait seul et loin de Matsumi. Le lendemain matin, il se réveille après des rêves agités où Matsumi se faisait kidnapper sans qu'il ne puisse rien faire. Et il se réveille en sueur et terrifié, seulement pour réaliser que c'était un rêve. Il essaie de sortir de son lit, mais marche sur la queue du chien, ce qui lui vaut une morsure au bras. Heureusement pour lui, Matsumi est une waifu totale et le soigne, affirmant qu'elle a laissé le chien comme garde pour empêcher Aiz de faire quoi que ce soit de drôle. Cela fait réaliser à Asano à quel point il est impuissant, et à cause de cela, il va rencontrer Futa et la supplie de l'aider à s'entraîner pour devenir un meilleur combattant. Futa lui dit que ce n'est pas très facile, mais Asano promet de faire de son mieux, car il ne peut pas voir Matsumi blessé. Elle se lève de sa chaise et commence à le faire tournoyer dans les airs avant de le remettre sur un canapé, affirmant que même pour un enfant surhumain de la famille Yozakura, il leur faut 3 ans pour recevoir une formation adéquate, ce qui signifie que pour un humain normal, cela pourrait prendre au moins 10 fois plus d'années pour atteindre ce niveau de compétence. Asano lui dit qu'il n'a pas autant de temps pour apprendre et qu'il doit s'améliorer le plus vite possible, alors Futa lui dit qu'il peut essayer l'entraînement intensif Yozakura, mais certains disent que la mort est préférable à cela. Asano accepte de suivre ce régime d'entraînement et sort du canapé, seulement pour déclencher une trappe à laquelle il parvient à s'accrocher juste à temps en regardant en bas pour voir des pointes acérées. Futa sourit et lui dit que toute la maison est piégée avec des centaines de pièges pour l'entraînement d'espion, ce qui signifie que vivre dans la maison en soi est la première étape de l'entraînement. Elle le sort de la trappe et lui dit de survivre dans la maison pendant un mois entier, après quoi ils commenceront son entraînement réel, et Asano commence déjà à regretter sa décision. Le lendemain matin, il se réveille au son strident du réveil mural. Mais comme il ne se lève pas pour l'éteindre, l'alarme explose, le propulsant dans le couloir où un lance-flamme se déclenche, le transformant en une rôtie grillée alors qu'il parvient, on ne sait comment, à traîner son corps jusqu'à la table du petit déjeuner. Matsumi s'inquiète de ses blessures, mais Shion lui explique que tout ce qu'il a à faire, c'est de désactiver tous les pièges. Une fois cela fait, l'ordinateur l'inclura dans la liste des membres de la famille, ce qui signifie que les pièges ne s'activeront plus jamais pour lui. Elle ajoute ensuite qu'il faut généralement environ 2 ans à un humain normal pour désamorcer tous ces pièges. Mais Asano réalise qu'il n'a pas tout ce temps devant lui. Soudain, il commence à se sentir mal, et Nana lui explique que la nourriture de tout le monde, sauf celle de Matsumi, est imprégnée d'un certain poison pour renforcer leur immunité. Il se précipite immédiatement vers les toilettes Skibet, seulement pour les trouver verrouillées par un code. Shion lui dit que pour y entrer, il doit déchiffrer le code, qui se renouvelle chaque jour. Il hurle d'agonie quand finalement Futa envoie Shion l'aider à entrer, sinon leur tapis sera complètement ruiné. Depuis ce jour, sa vie infernale a commencé. Chaque matin, l'alarme retentissait et tous les autres membres la désamorçaient facilement, mais Asano explosait encore et encore. Le réfrigérateur est couvert de lasers, ils doivent donc utiliser différentes tactiques ou des compétences physiques pour les traverser. Mais comme Asano n'en possède aucune, il déclenche le piège et se fait mitrailler par les armes installées dans le réfrigérateur. Il est également entraîné au tir de précision où il est contraint d'utiliser un plus tard dans la journée il est de nouveau mis à l'épreuve par allumer la télévision. Et une fois à l'intérieur, il est soumis au supplice de la baignoire par les douches Yozakura. Il continue de se blesser. Il part pour l'école, pensant qu'il allait enfin souffler un peu. Mais les Yozakura le forcent à porter un gilet de 100 kg, ce qui le fait presque s'enfoncer dans le banc. Plus tard cette nuit-là, Asano est complètement épuisé alors qu'il traverse les couloirs, seulement pour trouver Matsumi endormie sur son bureau après toute la paperasse qu'elle a dû faire. Il lui met une couverture et décide de continuer à essayer pour elle, alors il sort pour pratiquer à nouveau ses compétences de tir. Il réalise que même un bambin américain tire mieux que lui. Quand Matsumi l'appelle par derrière, ils rentrent tous les deux prendre du thé, et Matsumi se souvient alors de l'accident qui l'avait blessé et comment ses cheveux étaient devenus blancs à cause du stress intense. Certains des intimidateurs pensaient qu'elle faisait ça pour attirer l'attention et l'avaient attrapée dans le débarras pour lui couper les cheveux. Mais Asano est arrivé au dernier moment et a agi comme un sociopathe en saisissant les ciseaux et en se coupant les cheveux sans aucune raison, ce qui a effrayé les filles. Il s'avère que Matsumi a un faible pour les psychopathes et depuis ce jour, elle a commencé à apprécier Asano. Quelques jours se sont écoulés depuis cette nuit-là et Asano a commencé à prendre le coup de main car il a réussi à empêcher l'horloge d'exploser et a même évité tous les lasers pour entrer dans le salon et d'un seul coup a réussi à allumer la télévision même s'il ne peut toujours pas changer de chaîne. Shinzo commence à lui enseigner la bonne façon de tenir l'arme quand Shin arrive avec les données des progrès d'Asano avant de lui dire de trouver Nana, car c'est l'heure de son entraînement au gaz neurotoxique. Il s'y rend et commence à s'entraîner avec Nana pour la journée, qui lui apprend à ramper correctement à travers un gaz neurotoxique se propageant par les bouches d'aération. Cela devient lentement la norme au fil des semaines, et il parvient à atteindre la table du petit déjeuner en toute sécurité. Mais, même après 3 semaines, il est toujours impuissant face à la porte et quelqu'un d'autre est obligé de l'aider. Soudain, Ken appelle les autres depuis le couloir, qui trouvent Asano étendu sur le sol, incapable de bouger correctement, alors qu'il perd lentement connaissance. L'instant d'après, il ouvre les yeux et se retrouve dans la chambre de Nana, qui lui dit que ce n'était qu'une fièvre due à toute la fatigue accumulée.
Fuuta n'est cependant pas si facilement dupée, et elle arrache le déguisement qu'Asano portait, révélant plusieurs énormes coupures et contusions sur tout son corps. Elle lui dit qu'elle savait déjà qu'il prenait l'aide de Nana, Shinzo et Ken pour s'améliorer le plus vite possible, mais elle lui dit que s'il continue comme ça, il ne pourra jamais survivre une semaine de plus ici. Asano essaie de protester, mais Fuuta le gifle et lui donne un livre sur le décryptage de codes élémentaires, lui disant de se reposer au lit et de le lire entièrement avant de reprendre son entraînement. Asano suit son conseil et, après un certain temps de récupération, il parvient enfin à déchiffrer le code des toilettes tandis que tout le monde célèbre sa petite victoire. Soudain, sa bague commence à briller et Fuuta lui dit qu'il a maintenant été accepté par l'ordinateur dans la famille. Quelques jours passent et Asano est maintenant devenu un véritable membre de la famille Yozakura, alors qu'il pratique ses capacités de déguisement avec Ken le matin avant de se préparer pour l'école. En marchant dehors, il découvre que Shinzo part en mission pour récupérer des plaques de fausses monnaies volées par un gang et qualifie cela de mission de bas niveau. Asano lui souhaite bonne chance et part pour l'école avec Matsumi. Sur le chemin de leur classe, l'équipe de baseball finit par frapper un coup de circuit et la balle était sur le point de frapper Asano. Mais il attrape la balle sans même regarder, choquant l'équipe de baseball avant de la leur renvoyer avec une force surprenante. L'entraîneur de l'équipe lui crie de rejoindre leur équipe, mais il les ignore et continue son chemin, tandis que Matsumi réalise qu'Asano n'a aucune idée de la force qu'il a acquise. Plus tard, pendant la pause déjeuner, Matsumi et lui s'assoient sur la terrasse, où Matsumi lui dit de faire attention à ne pas se dévoiler, car il est devenu beaucoup plus fort et plus rapide qu'avant, et il promet d'être plus prudent la prochaine fois. Elle lui demande également s'il est libre l'après-midi, car elle aimerait passer du temps avec lui. À l'insu du pauvre Asano, Matsumi n'avait jamais l'intention que ce soit un rendez-vous galant, et voulait simplement son aide pour trier tous les documents légaux de la famille Yozakura. Elle travaille à une vitesse fulgurante, apposant son seau et donnant des directives, mais il est vite dépassé. Matsumi lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle fait ce genre de choses toute sa vie et y est maintenant habituée. Quand elle remarque que Ken a encore une fois mis le désordre dans ses documents, elle se dirige vers sa chambre avec Asano. Elle frappe à la porte avant d'entrer, seulement pour trouver une énorme pile de vêtements au milieu de la pièce. Soudain, Ken surgit du milieu de la pile, mangeant des sushis, et dit à Matsumi que ce n'est pas grave et qu'elle devrait simplement ignorer sa partie de la paperasse. Elle lui dit que ce n'est pas possible, mais Ken n'est pas d'humeur à travailler et commence à danser devant elle. Cela l'agace vraiment, et elle décide de montrer à Asano une punition à la Yozakura, mais Ken ne va pas rendre les choses si faciles car il essaie immédiatement de leur sauter par-dessus. Asano se déplace aussitôt pour bloquer Ken instinctivement, mais Ken se déguise en Matsumi, ce qui déstabilise Asano suffisamment pour que Ken ait le temps de s'échapper de la pièce. Matsumi a l'air plutôt énervé et déclare que la partie est lancée alors qu'elle utilise sa commande vocale pour activer le mode hibernation de la maison, ce qui ferme toutes les fenêtres et verrouille complètement toute la demeure. Pendant ce temps, Shinzo est dans l'installation où la fausse monnaie est produite, et en rampant à travers les conduits d'aération, il trouve bientôt une pile fraîche de faux billets gardés par des gardes lourdement armés. Il les dépasse et se dirige vers la pièce secrète, où il assomme immédiatement les gardes et entre dans le coffre-fort pour récupérer le billet principal, ce qui déclenche aussitôt une alarme. De retour à la maison Yozakura, Matsumi et Asano entrent dans la chambre de Shin pour trouver Ken. Mais elle affirme qu'il n'est pas passé par là, alors il se dirige vers la chambre de Fuuta, seulement pour la trouver endormie. Matsumi prétend que Ken serait mort s'il avait réveillé Fuuta, donc il ne peut pas être là. Après cela, il traverse le laboratoire de Nana, la chambre de Shinzo remplie de chars et d'armes, la chambre chic du chien remplie d'or, et enfin la chambre de Hiz, qui est évidemment remplie de photos de Matsumi. Asano demande s'il est possible que Ken se soit échappé dehors, mais Matsumi lui promet qu'il n'y a aucune issue une fois que la maison est en mode hibernation. Soudain, Asano se retourne seulement pour trouver le visage de Ken qui dépasse d'une des photos. Il se met à courir et Asano le poursuit. Mais après avoir tourné le coin, il y a un bruit fort et Matsumi court après eux pour découvrir que Ken frappe Asano avec un cadre avant de s'enfuir. Asano pointe du doigt l'une des prises, affirmant que Ken est passé par là, et Matsumi crie de frustration car elle n'avait jamais su que cette voie d'évasion existait dans la maison. Asano lui dit de ne pas s'inquiéter et Matsumi désactive le mode hibernation, sachant que cela ne sert à rien, avant d'entrer dans la chambre de Ken, affirmant qu'ils devraient trouver les documents eux-mêmes. Asano sourit, mais au moment où il entre dans la pièce, Matsumi lui passe une menotte au poignet, révélant qu'elle sait qu'il est Ken et qu'il a dû cacher Asano dans l'une des peintures avant de changer de déguisement pour se moquer d'elle. De plus, elle affirme qu'Asano lui ouvre toujours la porte. Mais cette fois, Ken a simplement marché le premier sans l'attendre. Ken retire finalement son masque, et aux côtés d'Asano, il commence à chercher les papiers nécessaires, et après les avoir trouvés, il s'assoit pour un dîner anticipé. Alors qu'il mange le curry au cyanure que Matsumi lui a préparé, le téléphone commence à sonner. Alors il s'excuse et décroche. À sa grande surprise, l'appelant s'avère être Shinzo, qui commence à crier à l'aide. Matsumi s'approche immédiatement et passe en appel vidéo, où Shinzo affirme qu'il échangeait des tirs avec les ennemis, mais qu'il est maintenant à court de munitions et d'armes. Matsumi dit à Asano que Shinzo est un expert avec n'importe quel type d'arme,
Mais sans aucune arme en main, c'est une vraie mauviette qui a peur de tout. Pour résoudre ce problème, Matsumi envoie Asano sur le terrain avec une boîte à bento et une grenade pour infiltrer l'installation et livrer la marchandise à Shinzo. Il entre dans l'installation très furtivement, mais est découvert par l'un des gardes qui lui pointe une arme sur la tête. Asano est figé par la peur, mais se souvient de la contre-attaque que Shinzo lui a enseignée. Il repousse sa tête en arrière et attrape le bras de l'agresseur avant de le frapper au menton et de l'assommer. Presque immédiatement, il entend d'autres gardes courir vers lui, mais il garde son calme et utilise son entraînement à plein effet, donnant un coup de genou au visage du premier ennemi avant de bloquer le couteau avec son gilet pare-balles, puis d'assommer les autres également. Soudain, il remarque un autre garde un peu plus loin et il se souvient du pistolet que Shinzo lui a donné il y a quelque temps. Il le sort immédiatement et l'utilise pour neutraliser le téléphone du garde et procède à l'assommer également. Il trouve enfin la pièce où Shinzo se cache et celui-ci saute immédiatement sur Asano avant de se blottir contre son arme comme si c'était un chien. Asano a l'air un peu confus quand soudain des gardes les trouvent. Mais le comportement de Shinzo change complètement alors qu'il prend immédiatement les choses en main et tire sur les gardes avant même qu'ils ne puissent appuyer sur la gâchette. Il dit à Asano de le suivre de près et s'enfuit, percutant un autre homme avec son épaule avant de l'utiliser comme bouclier humain et de tirer sur le reste des ennemis. Après cela, il retire la goupille de la grenade et la lance sur les personnes qui les poursuivent et tire dessus, provoquant une explosion massive. Il continue de courir et était presque sur le point de s'échapper de l'installation quand Asano est touché à la jambe par derrière. Il tombe au sol alors que le sang commence à couler abondamment, tandis que le tireur dit à Shinzo de laisser tomber son arme ou il tuera Asano. Shinzo lâche immédiatement l'arme, mais Asano décide de prendre les choses en main et lance une fourchette à Shinzo qui l'attrape immédiatement avant de la lancer vers le tireur, bloquant la buse et le forçant à changer d'arme. Cela donne à Shinzo suffisamment de temps pour saisir sa propre arme, et ils se tirent tous les deux dessus. Le tireur finit par rater sa cible, mais Shinzo est précis comme d'habitude et tue le tireur immédiatement. Plus tard cette nuit-là, Shinzo rentre avec Asano sur son dos, tandis qu'il s'excuse de lui avoir causé des ennuis inutiles alors qu'ils étaient sur le point de s'échapper. Shinzo lui dit de ne pas s'excuser, car c'est sa responsabilité en tant que grand frère de le protéger en tout temps. Quelques jours passent quand, une nuit, alors qu'Asano rentrait chez lui, il est arrêté par un homme à l'allure de clochard qui lui montre son insigne de policier et lui dit de le suivre. Le clochard le ramène dans une salle d'interrogatoire et lui montre toutes les séquences d'Asano, se battant et participant à des activités illégales, comme sa mission dans l'installation de fausses monnaies, la course-poursuite en voiture et les explosions à l'école, qui ont toutes été divulguées sur le Darknet. Asano est un peu effrayé par cela, tandis que le clochard lui dit qu'il n'y a aucun moyen qu'il ait pu faire tout cela seul, et demande à Asano à quelle organisation il est affilié. Asano réalise que ce cinglé essaie de le faire dénoncer sa famille. Asano nie immédiatement faire partie d'une quelconque organisation, mais le clochard lui dit de se calmer et verse de l'eau dans un verre avant d'y mettre une tablette. Asano refuse évidemment de la boire, mais le clochard la lui fait avaler de force. Heureusement, Asano était préparé à cela et a simplement stocké le tout dans un ballon avant de dire au clochard de reculer. Cette fois, le clochard devient plus sérieux, cependant, et essaie de lui fracasser le visage avec un marteau. Asano recule immédiatement, esquivant de justesse le coup incroyablement puissant alors qu'il se met dos à un coin. Soudain, il remarque un sac mortuaire à côté de lui, d'où s'écoule du sang partout, et le clochard, d'un ton menaçant, lui dit que le type était un trafiquant de drogue. Alors, il l'a livré à la justice sans impliquer la loi. Asano se demande si ce flic est américain, alors que le clochard lui attrape la gorge et le pousse contre le mur, lui criant une tonne d'instructions. Il demande à Asano une fois de plus de révéler la vérité, sinon il torturera ses amis à l'école. Mais Asano décide de s'en tenir à sa déclaration et refuse de prononcer un seul mot. Le clochard abat le marteau sur lui, tandis qu'Asano s'esquive, ce qui crée un énorme trou là où le marteau a frappé, révélant Heath, le psychopathe, sirotant calmement son thé. Il explique que le clochard est un de ses anciens camarades de classe et lui demande ce qu'il pense d'Asano. Le clochard s'approche en affirmant qu'Asano n'a pas trahi sa famille. Il a résisté à la menace de torture, ce qui signifie qu'il a réussi avec brio. Asano le regarde, confus, tandis que Heath leur dit de travailler ensemble avant de quitter la pièce. Ce matin-là, ils se traînent tant bien que mal à l'école, plus fatigués que jamais, quand Heath descend pour leur enseigner. Et au moment où Asano ferme les yeux une seconde, Heath déclenche immédiatement un lancer de craie retentissant sur lui, qu'Asano parvient à peine à esquiver. Heath commence à enseigner comme si de rien n'était. Mais il communique avec Asano en code Morse, expliquant qu'il est très important pour un espion d'avoir le contrôle de son sommeil et qu'il doit rester dans un état de semi-éveil, tout comme les animaux. Asano décide de montrer à ce psychopathe qui est le patron en ne dormant pas, mais il explose évidemment le tout avec son plumeau. Immédiatement, la pièce se remplit de gaz soporifique, ce qui endort tout le monde, sauf Matsumi qui porte toujours un masque à gaz. Inquiète pour Asano, elle se tourne vers lui seulement pour le trouver endormi, mais au même instant, Iz se cache et lui lance une craie. Asano change de vitesse et tire sur la craie avec son pistolet paralysant. Matsumi est choqué qu'Asano ait réussi à rester éveillé. Mais il s'avère qu'il est en fait déjà dans un état de semi-éveil. Iz accélère le rythme et commence à lancer des craies à la vitesse d'une balle.
tandis qu'Asano les esquive et les abat une par une tout en étant profondément endormi. Ce jour-là lui a appris à rester à moitié éveillé, mais c'est aussi devenu un problème car Asano a commencé à faire du somnambulisme, effrayant toujours Shinzo la nuit. Quelques jours plus tard, Asano reçoit un appel de la police de Homewo qui lui dit de se rendre immédiatement au parc d'attractions, où deux couples se promènent avec des armes. Asano se rend immédiatement au parc d'attractions et s'assied sur une chaise vide, essayant de déterminer quel couple est le plus susceptible de porter une arme, quand Matsumi le surprend avec une boisson fraîche, affirmant qu'ils auront l'air moins suspects ensemble. Bientôt, tous deux deviennent méfiants envers trois couples et décident de les suivre un par un. D'abord, il marche derrière le couple punk, ce qui force Asano à monter dans des montagnes russes où il perd connaissance à cause de la peur. Ils sortent quand ils réalisent que le couple punk est très timide et pas du tout suspect. Après cela, ils suivent les membres de la famille de Sam Sulek, gonflés aux stéroïdes, qui semblent également totalement amoureux et ne montrent aucun signe de suspicion, alors ils décident de suivre le troisième et dernier couple portant un costume entièrement noir. Ils entrent dans un restaurant où Matsumi part chercher des boissons, quand Asano découvre que même ce couple voulait simplement se demander en mariage, et c'est tout. Juste au moment où il pensait que les vraies cibles avaient dû s'échapper, il entend une dispute entre l'un des couples, qui se montrait si affectueux toute la journée. Ils s'avèrent être super toxiques et sortent des Uzi de leur veste pour commencer à se tirer dessus. Tout le monde commence à se bousculer pour s'enfuir dehors, et dans la cohue, même Matsumi est poussé à l'extérieur avec eux. Asano saute immédiatement sous la table avec le petit enfant et lui dit de rester silencieux. Finalement, il en a assez et se révèle avant de sortir son pistolet et de vider tout le chargeur sur le couple, les étourdissant et les assommant. Bientôt, la police arrive et les emmène tous les deux, tandis que le clochard remercie Asano d'avoir accompli la mission, car il a sauvé de nombreuses vies aujourd'hui. Une fois tout terminé, Asano décide enfin de se détendre et de passer du bon temps avec Matsumi. Il monte donc avec elle dans la grande roue, dans un parc vide, et lui offre une rose qu'il avait achetée pour elle auparavant. La rose a maintenant un trou de balle, à cause de tous les tirs, mais Matsumi l'adore et rougit en espérant que ce moment ne se terminera jamais. Quelques jours passent, révélant que quelqu'un a tenté de pirater les fichiers domestiques concernant les membres de la famille depuis 4 jours, et Shion a inlassablement défendu contre la cyberattaque, piégeant finalement le hacker. Cependant, le hacker s'échappe en débranchant le câble, mais pas avant d'avoir récupéré la plupart des fichiers d'Asano. Après une pause, Shion informe Asano et Matsumi, qui se préparent pour l'école, de l'incident du hacker. Bien qu'elle pense avoir sécurisé le système, Asano se sent mal à l'aise, pressentant d'autres problèmes à venir. Sur le chemin de l'école, Asano pousse Matsumi juste à temps pour esquiver des aiguilles acérées, apercevant une silhouette mince derrière un poteau, et ils courent à travers les ruelles, mais ne peuvent pas semer l'attaquant. Asano finit par faire face à l'attaquante, bloquant une agression venant d'en haut et repoussant la jeune fille. L'attaquante, Kiri, est excitée par la force d'Asano, révélant qu'elle est obsédée par lui et veut le tuer par amour, et Matsumi la reconnaît comme une espionne notoire qui traque et tue les hommes dont elle devient obsédée. Kiri, irritée par ce surnom, dit à Asano qu'il est célèbre dans le monde souterrain avec une prime de 100 000. Elle affirme qu'elle ne cherche pas l'argent, mais veut le tuer par amour, montrant qu'elle connaît tout de ses habitudes et de ses missions. Asano, restant calme, décline son offre de vivre ensemble, affirmant sa loyauté envers Matsumi, ce qui met Kiri en rage. Elle menace ensuite Matsumi, mais révèle que Ise lui a interdit de nuire à la famille Yosakura, choquant Asano et Matsumi, car il réalise que Ise a permis à Kiri de cibler Asano. Kiri attaque avec des aiguilles, mais manque délibérément sa cible, exhibant son talent avant de partir. Plus tard, en classe, Kiri est présentée comme une nouvelle élève transférée, assise à côté d'Asano. Elle l'attaque de manière ludique avec une aiguille, qu'il bloque avec un carnet, initiant une série d'esquives quotidiennes, car Kiri continue d'essayer de blesser Asano, cachant des aiguilles dans son siège, son crayon et son ballon de basket. Malgré le harcèlement constant, Asano s'adapte, évitant nonchalamment ses attaques même pendant le déjeuner avec Matsumi. Cependant, ce jeu incessant les épuise tous les deux. Kiri, frustré, neutralise toute la classe avec des aiguilles, leur ordonnant de capturer Asano, et refusant de reconnaître son innocence, Asano est capturé. Au moment où Kiri s'apprête à le tuer, Matsumi intervient, et soudain, l'agresseur précédent revient, tirant sur Kiri. Matsumi la sauve mais est éraflé, ce qui exaspère Asano, qui vainc l'attaquant et se précipite au chevet de Matsumi. Kiri, perplexe face au sauvetage de Matsumi, se sent tiraillée mais reconnaissante, s'attachant à Matsumi, jurant de tuer Asano pour avoir Matsumi tout à elle, et Matsumi dit à Asano de considérer Kiri comme une petite sœur. Quelques jours plus tard, Shion invite Asano dans sa chambre, le défiant à un jeu dans le cadre de son entraînement, et Matsumi le met en garde contre les sessions de jeu intenses de Shion. En jouant, ils arrêtent un train détourné dans la vraie vie, réalisant que Shion transforme les missions réelles en jeux. La pression monte alors qu'ils font face à une menace terroriste, impliquant un hélicoptère et des drones. Asano, en difficulté au début, utilise un bug pour réanimer le boss et vaincre les drones avec l'aide de Kiri, sauvant la situation. Shion, mécontente de son utilisation des bugs, force Asano à jouer avec elle pendant 2 nuits d'affilée, et épuisé, Asano se demande quelle sera sa prochaine mission alors qu'il s'endort enfin.
Quelques jours passent, et un matin, alors qu'Asano s'entraîne intensément avec des poids de 500 kg sur le dos, il reçoit un appel de Nano, qui a besoin d'aide. Nano explique qu'il est en mission top secrète, dans un laboratoire maléfique où des scientifiques créent des bioarmes. Ils ont fabriqué une pilule qui peut tuer instantanément tout le monde dans un rayon de 10 km si elle explose. Nano, traitant la situation avec désinvolture, dit qu'il a endormi les travailleurs du labo avec ses produits chimiques, mais ne voulait pas risquer de sortir la bioarme. Alors il l'a avalée, faisant confiance aux défenses de son corps pour la neutraliser. Cela le rend très somnolent et agissant comme s'il était ivre. Il a besoin qu'Asano vienne le chercher avant que les scientifiques ne se réveillent et le trouvent. Asano s'habille rapidement et se dirige vers l'emplacement du laboratoire. Il trouve la zone étrangement calme et remplie de gardes inconscients, se demandant si tout cela était l'œuvre de Nano. Soudain, il entend un garde, mais avant qu'il ne puisse agir, une chaîne lestée assomme le garde. 2 jeunes hommes émergent, reconnaissant Asano et se présentant comme Sui et Oga, d'une unité de renseignement gouvernemental. Sui explique qu'ils ont été envoyés pour neutraliser le laboratoire. Oga, avec son Wi-Fi, sans d'autres ennemis. Sui souhaite bonne chance à Asano, mais Oga insiste pour une alliance, traversant les gardes ensemble avec aisance. À l'intérieur du laboratoire, Asano trouve Nano inconscient. Alors qu'il le vérifie, une chaîne vole vers Nano. Asano la dévie avec son couteau, se blessant au bras. Sui révèle qu'ils savent que Nano a avalé une bioarme et le considère comme une menace. Asano se tient protecteur devant Nano, refusant de les laisser lui faire du mal. Sui, utilisant la respiration du tonnerre, tranche rapidement le pistolet et le corps d'Asano, le faisant saigner abondamment. Oga est contrarié, mais Sui insiste pour rester concentré. Alors qu'il s'apprête à tuer Nano, Nano se réveille, expliquant qu'il a neutralisé les toxines et propose de le prouver avec un patch de test. Sui vérifie le patch, confirmant que la toxine est neutralisée. Leur mission accomplie, Sui laisse une pommade pour les blessures d'Asano et s'en va. Nano s'occupe d'Asano, l'exhortant à rester éveillé, mais Asano s'évanouit à cause de ses blessures. Quelques jours plus tard, Asano se réveille vivant, mais est puni par Ise, qui lui accroche des bougies de livres à cause d'un article affirmant que la famille Yosakura avait été vaincue par des espions gouvernementaux. Cela met Ise en colère, qui a également reçu de mauvaises critiques sur Google. Matsumi et Nano interviennent, retirant le bâillon d'Asano, qui se sent coupable d'avoir déçu la famille. Ise dit à Asano de se racheter en battant les espions et en volant leurs renseignements. Le lendemain, Asano commence à suivre Sui, qui le remarque rapidement, et lui retire ses vêtements, le faisant arrêter pour exhibitionnisme. Cela se produit à plusieurs reprises, frustrant Asano. Finalement, après avoir réussi à suivre Sui pendant une journée entière, Sui félicite Asano et l'attaque. Cette fois, Asano anticipe l'attaque, saisit la main de Sui et le projette en l'air, ayant appris le premier mouvement prévisible de Sui. Sui atterrit facilement, reconnaissant les progrès d'Asano. Oga pense Asano, qui est fier d'avoir surmonté le défi. Cependant, le journal des espions rapporte ses apparitions nues, le qualifiant de pervers, un nouveau problème qu'il ne sait pas comment gérer, bien que Matsumi le rassure en lui disant qu'elle l'aimera quoi qu'il arrive. Quelques jours passent, et un matin, Matsumi demande à Asano s'il peut l'aider pour une course. Asano, toujours prêt à aider, accepte. Ils commencent à marcher dans un parc animé. Asano, lourdement chargé sur son dos, se demandant pourquoi Matsumi lui demande de porter autant. Matsumi le rassure et lui dit de continuer jusqu'à ce qu'ils atteignent un banc où Sui, avec ses cheveux verts, les attend. Sui les salue sèchement, tandis que Matsumi s'enquiert de son bien-être. Confus, Asano demande ce qui se passe. Matsumi explique qu'ils ont des affaires avec Sui, mais Asano, toujours perplexe, lui demande si elle le connaît. Matsumi sourit et dit de ne pas s'inquiéter, appelant Sui juste un ami, ce qui rend Asano mal à l'aise. Mais elle le rassure en disant que c'est normal dans le monde des espions. Ils marchent ensemble, Sui et Matsumi discutant, tandis qu'Asano traîne derrière comme une mule chargée. Ils entrent dans un café chic, ce qui déroute encore plus Asano, car il s'attendait à une mission importante. Sui commande un café complexe, impressionnant Matsumi, mais soudain, une trappe s'ouvre sous eux, et ils tombent. Asano, portant la lourde charge, tombe en chute libre seul, tandis que Sui porte Matsumi en mode princesse, tous deux bavardant. Sui les accueille dans le bâtiment des espions gouvernementaux, avertissant Asano de rester vigilant, car cela pourrait devenir dangereux. Des flèches, des fléchettes, des pointes et des lasers volent autour d'eux. Sui dévie élégamment les attaques avec son épée, tandis qu'Asano esquive frénétiquement. Sui atterrit avec grâce, mais Asano s'écrase la tête la première. Sui avertit Asano de bouger alors qu'une énorme boule de métal manque de l'écraser. Une femme frappe la boule en morceaux et Asano, émerveillé, se demande s'il peut protéger Matsumi. Il s'assoit, révélant que le fardeau d'Asano était des sucreries pour un goûter. La femme, Rin, mange un gâteau entier, tandis que Sui grignote et qu'Asano reste perplexe. Matsumi explique que Rin est une camarade de classe de Ise et qu'elles étaient rivales, mais toutes deux tenaient profondément à elle. Rin, critiquant Asano, remet en question sa capacité à protéger Matsumi. Sui traite Asano de salaud, mais Matsumi le défend, louant sa forte volonté. Soudain, les murs tremblent et se brisent, et Ise entre en colère, les accusant d'avoir emmené Matsumi sans permission. Rin l'affronte, mais Ise attaque avec des fils.
Rin démolit ses fils d'un coup de poing et ils commencent à se battre férocement. La bataille intense provoque la dégradation de l'installation, déclenchant une alarme d'évacuation. Matsumi dit à Asano que cela arrive souvent, le choquant. Alors il essaie d'arrêter le combat, mais est maîtrisé. Matsumi saute entre eux, les forçant à s'arrêter, mais ils ne peuvent pas interrompre leurs attaques à temps. Asano plonge, encaissant les 2 coups destinés à Matsumi et s'effondre dans ses bras. Matsumi leur dit calmement d'arrêter de se battre, ou elle ne leur parlera plus jamais, les remettant immédiatement au pas. Is tremble de peur, et Rin s'excuse auprès de Matsumi. Elle loue Asano pour sa bravoure, et Matsumi le rassure en lui disant qu'il est fort. Quand Asano reprend conscience, Rin lui confie la mission d'enquêter sur un politicien éminent nommé Kuro, qui semble excentrique mais est en réalité maléfique, utilisant des espions de haut niveau pour l'extorsion, la corruption et le meurtre. Les espions gouvernementaux ont trouvé des preuves minimales et en ont besoin de plus pour l'incriminer. Asano est choisi parce que Kuro ne soupçonnera pas un étranger. Sui coupe les cheveux d'Asano, Matsumi les teint en noir et il l'habille en secrétaire. Horrifié par son nouveau look, Asano devient le secrétaire de Kuro. Lors d'une apparition publique, des manifestants traitent de Kuro de tyran. Au milieu du chaos, un grand haut-parleur tombe sur un manifestant, mais Kuro le sauve, faisant semblant de se soucier du public, ce qui augmente sa popularité. Asano apprend que Kuro a mis en scène le sauvetage, célébrant dans une ambulance. Asano écoute aux portes, découvrant des plans d'activité illégales communiqués par la danse et le code Morse. Il découvre un complot pour bombarder une conférence en présence du Premier ministre. Asano empêche l'explosion en jetant la bombe à l'extérieur, où elle détonne sans danger. Kuro, conscient de l'interférence d'Asano, lui tire dessus avec un pistolet à billes de peinture et essaie d'activer une autre bombe remplie de barbe à papa. Sui intervient, désarmant Kuro et ses espions qui s'enfuient, laissant Kuro capturé. Dans la camionnette, Kuro révèle qu'il sait que la famille d'Asano n'est pas morte dans un accident, mais a été assassinée. Asano, enragé, exige des réponses, tombant dans le piège de Kuro. Asano demande comment Shiro connaît sa famille, mais Kuro refuse de répondre, ne donnant que des conseils cryptiques sur les vérités cachées du monde. Soudain, Asano reçoit un appel de Sui qui l'informe d'une urgence. Le vice-premier ministre a été enlevé et son état est diffusé en direct depuis un lieu inconnu. Le vice-premier ministre à la réunion était un faux, et Sui croit que Kuro a tout planifié. Sui veut qu'Asano interroge Kuro pour trouver l'emplacement du vice-premier ministre. Kuro, entendant cela, dit que le timing est opportun, car il avait prévu d'aller sur le site de l'enlèvement. Ses entraves se défont et il laisse tomber une bombe boucle d'oreille, faisant exploser la camionnette. Pendant ce temps, au manoir Yozakura, l'expérience de Nano tourne mal, provoquant une explosion. Matsumi se précipite avec un masque à gaz, trouvant Nano, dont les muscles grossissent de manière incontrôlable. Nano reprend le travail, inquiet pour Asano, essayant de créer une puissante potion de guérison. Matsumi partage son inquiétude, mais y fait face en préparant un festin pour accueillir Asano à la maison, croyant que la nourriture le guérira. Nano dit à Matsumi que Kengo fabrique un visage lavable en machine pour Asano au cas où il serait méconnaissable. Shion s'occupe des ordinateurs de leurs détracteurs pour éviter les problèmes, si quelque chose arrive à Asano. Shinzo est si inquiet qu'il se cache dans une poubelle. Hise et Fuuta prennent le thé, Fuuta étant confiante dans les capacités d'Asano et Hise souhaitant sa perte. Matsumi reste anxieuse pour son mari. De retour sur le site de l'explosion, Asano sauve le conducteur des flammes, indemne physiquement mais mentalement marqué par les paroles de Kuro. Sui appelle, et Asano l'assure qu'il va bien et a sauvé le conducteur, mais Kuro s'est échappé. Sui révèle que Kuro est un ancien espion légendaire, mort il y a 6 ans, et maintenant politicien. Ils s'attendaient à l'évasion de Kuro et lui ont placé un GPS, demandant à Asano de rentrer chez lui car sa mission est terminée. Kuro, diffusant en direct sa rencontre avec le vice-premier ministre enlevé, provoque le chaos public. Le ministre, déçu par Kuro, ne comprend pas ses motivations. Kuro, retirant son déguisement, révèle ses yeux noirs et le ministre le reconnaît comme un espion de son passé. Kuro s'adresse au public, cherchant à venger la mort de sa fille, prévoyant de tuer le ministre. Asano arrive à temps, tirant sur leur appareil d'enregistrement. Kuro refuse de libérer le ministre, sachant qu'Asano ne peut pas lui tirer dessus sans blesser le ministre. Kuro tire sur la main d'Asano, le forçant à lâcher son arme. Asano réduit la distance, saisissant Kuro par derrière, mais Kuro le projette au sol, le ligotant avec des fils d'acier. Asano demande comment Kuro connaît les techniques de la famille Yozakura. Kuro explique ses compétences en collecte d'informations et sa quête de vengeance après avoir perdu sa fille à cause de la trahison d'un politicien. Asano refuse l'offre de Kuro de révéler des informations sur sa famille en échange de son retrait. Sui arrive, coupant un trou dans le sol, emportant les espions de Kuro avec lui. Asano combat Kuro, qui connaît toutes ses techniques, et utilise un couteau empoisonné sur lui. Asano, se souvenant du conseil de Hise sur la façon de surprendre les adversaires, utilise une technique de pas silencieux pour se placer derrière Kuro, bloquant son couteau avec de la peau synthétique. Asano bloque le pistolet de Kuro avec de la bave, coupe le deuxième pistolet avec un fil d'acier et immobilise Kuro.
Kuro, reconnaissant sa chute due à son excès de confiance, félicite Asano et décide de partager des informations. Kuro donne à Asano un bout de papier, mais est abattu dans le cou avant qu'il ne puisse parler. Il soupçonne donc un autre assassin d'avoir réduit Kuro au silence. Asano, fier mais troublé, tient le bout de papier. Le papier mène Asano à la tombe de la fille de Kuro, réalisant le dernier souhait de Kuro. Il trouve une boîte contenant des informations sur sa famille. De retour chez lui, Asano est accueilli par sa famille, Matsumi le serrant dans ses bras, tout le monde louant ses efforts. Bien qu'il ait encore beaucoup de questions en tête, il trouve le bonheur et la camaraderie avec sa nouvelle famille, et savoure l'instant. Quelques jours plus tard, Rin appelle Asano et Matsumi à son quartier général. Alors qu'ils s'assoient, Rin félicite Asano pour sa mission réussie et annonce qu'ils célébreront avec un hot pot. Tout le monde se rassemble autour de la table, et Rin met une quantité énorme de riz dans le bol d'Asano, puis part préparer le hot pot. Asano, curieux, demande à Sui ce que Rin veut dire. Sui explique que chaque fois que Rin prépare un hot pot, elle chasse et capture elle-même tous les animaux avant de les ramener pour les cuisiner. Rin s'approche d'un énorme tas d'animaux morts, monstrueux, décidant quelle viande utiliser en premier. Sui propose son aide, et d'un élégant coup de son épée, il découpe habilement tous les animaux en morceaux de taille parfaite pour le hot pot. Alors que la délicieuse odeur de nourriture emplit la pièce, Asano sert de la soupe, de la viande et des légumes à Matsumi. Elle le remercie chaleureusement, mais avant qu'elle ne puisse prendre une bouchée, Iz fourre une pleine bouchée de légumes dans la bouche d'Asano, l'étouffant. Iz dit à Asano que servir Matsumi est son privilège exclusif. Il prépare ensuite un bol pour Matsumi, seulement pour que Rin lui enfonce la tête dans le bol, lui disant d'arrêter d'être jaloux. Furieux, Iz déclenche une bataille de nourriture et tout le monde s'écarte rapidement. Toda, incapable de supporter le gaspillage de nourriture, essaie d'attraper un bol, mais est assommé par un gâteau de poisson volant. Pendant ce temps, Sui esquive calmement la nourriture volante, attrapant des morceaux de viande et les mangeant. Il dit à Asano qu'esquiver la nourriture qui ne lui est pas destinée est facile, puis utilise sa technique de marche spéciale pour remplir des bols pour Matsumi et Asano. Matsumi donne un bol à Asano et garde l'autre, tandis que Sui avertit Asano que la technique de marche peut endommager leurs os si elle n'est pas exécutée correctement. Avant qu'Asano ne puisse réagir, un morceau de viande chaude le frappe au visage, le faisant crier, tandis que Sui continue de manger, sans être dérangé. Après le repas, Oga et Rin s'endorment sur le sol et Sui nettoie rapidement. Asano s'assied derrière une étagère, fixant un petit cube, se demandant s'il contient la vérité sur la mort de sa famille. Matsumi le rejoint, lui demandant si le cube contient des informations sur sa famille, et il confirme que oui. Asano confie que, bien qu'il ait sauvé le premier ministre de Kuro, il y a eu une fraction de seconde où il a pensé à venger sa famille de la même manière que Kuro, le faisant se sentir pas meilleur que Kuro. Matsumi l'embrasse sur la joue, le surprenant. Elle sourit, affirmant qu'elle voulait le réconforter. Le cube s'ouvre, révélant une bille. Iz l'identifie comme un dispositif optique, mais en voyant Matsumi embrasser Asano, les yeux de Iz saignent alors qu'il se prépare à attaquer Asano. Rin le retient, disant à Asano de courir. Plus tard, Asano et Matsumi rentrent chez eux. Asano, se sentant fatigué, réalise que quelqu'un est assis sur sa tête. C'est l'assassin Ayaka, en tenue de femme de chambre. Matsumi explique qu'Ayaka restera comme femme de chambre vivante pour gérer les tâches quotidiennes et protéger Asano. Ayaka, affirmant tout savoir sur le lecteur optique, le prend à Asano. Shion, entrant d'un air endormi, prend la bille, notant qu'elle est vieille et endommagée. Elle dit que l'extraction des données prendra du temps. Matsumi emmène Ayaka pour lui apprendre à faire du thé, tandis qu'Asano s'inquiète d'avoir une assassin dans la maison. Ayaka dit à Asano que sa prime a augmenté, faisant de lui une cible plus importante. Elle essaiera de l'assassiner quotidiennement pour l'entraîner. Elle lui lance des fourchettes, et Asano contemple son avenir. Ce soir-là, épuisé, Asano est allongé sur la table. Matsumi lui propose de lui faire du thé, mais il veut d'abord prendre un bain. Entrant dans la salle de bain, Ayaka le surprend, prenant des photos et projetant une solution acide qui brûle les murs. Esquivant ses attaques, le système de défense de la maison s'active, choquant Ayaka. Asano court-circuite l'alimentation électrique, sauvant Ayaka, mais Iz le trouve dans une position compromettante et le poursuit avec l'appareil de torture. Ayaka, masquée, rejoint la poursuite, étant de nouveau tombée amoureuse d'Asano. Quelques jours plus tard, Asano commence ses missions régulières. Un jour, il oublie son téléphone et Matsumi remarque un appel de quelqu'un nommé Kaworu. Saisissant le téléphone, Asano coupe l'appel et part, rendant Matsumi méfiante. Ayaka l'effraie, affirmant que ce sont des signes de tricherie. Matsumi, faisant confiance à Asano, dit à Ayaka de ne pas s'inquiéter. Le lendemain, Matsumi emmène Goliath en promenade avec Asano, profitant d'un moment de qualité ensemble. Goliath, un mélange spécial de loup mystique et de chien, peut changer de forme. Il grandit et Matsumi le monte, offrant à Asano de le rejoindre. Goliath le repousse d'un coup de queue, forçant Asano à tenir la laisse. Goliath court à une vitesse incroyable, traînant Asano à travers l'eau, le laissant tremper dans un parc. Soudain, une explosion se produit. Matsumi sauve les enfants, tandis que Goliath la couvre. Il réalise qu'Asano a subi le plus gros des dégâts, ce qui met Matsumi en colère. Goliath suit l'odeur du détonateur, menant à un sous-sol où l'auteur est tué par Goliath.
Ce soir-là, Asano reçoit un appel et se précipite chez lui. Matsumi et Goliath suivent Goliath, permettant à Asano de le monter. À la maison, Ayaka accuse Asano de tricherie, rejointe par Hize. 2 espions gouvernementaux arrivent, clarifiant que Kaworu est un vieil homme et montrant les feuilles de thé rares qu'Asano a obtenues pour Hize. Hize, ému par l'effort d'Asano, s'étouffe de honte. Ils s'assoient tous pour le thé, discutant des futurs plans pour la famille Yosakura. Quelques jours plus tard, Fuuta entraîne les réflexes d'Asano en lui tirant des balles de baseball avec un pistolet à tir rapide. Il a du mal à tous les esquiver et après la séance d'entraînement intense, rentre chez lui épuisé. À la maison, Asano trouve Matsumi en train de feuilleter un vieil album photo. Les photos montrent donc tout le monde beaucoup plus jeune, et Matsumi le partage fièrement avec Fuuta et Asano. Curieux de l'occasion, Asano demande et Matsumi explique qu'elle a été prise pour célébrer le fait que Nano ait réussi son examen de licence d'espion. Fuuta ajoute que c'est une tradition familiale de prendre une photo de famille lorsque quelqu'un obtient sa licence. Intrigué, Asano pose des questions sur la licence d'espion. Fuuta et Matsumi échangent un regard avant d'expliquer qu'une licence d'espion est comme une carte de membre délivrée par l'Association des espions, établie au début du XXe siècle pour soutenir les espions. L'association organise des examens annuels et ceux qui réussissent reçoivent une licence d'espion. Fuuta montre sa licence dorée, le rang le plus élevé. Elle dit à Asano qu'une licence d'espion donne accès à des renseignements et à des références d'emploi de l'association, ainsi qu'à d'autres avantages. Tout le monde commence au rang bronze, et progresser par des examens augmente leur niveau. Des niveaux plus élevés signifient des missions plus difficiles, mais de meilleures récompenses. Désireux de participer, Asano exprime son intérêt à passer l'examen de licence. Fuuta l'encourage, mais Hize, qui a entendu la conversation, lui rappelle que chaque membre de la famille a réussi du premier coup, et l'avertit que l'échec n'est pas une option. Asano se prépare aux menaces de Hize, mais est interrompu par le cri d'Ayaka venant de la chambre de Shion. Se précipitant sur les lieux, il trouve Ayaka en pleurs s'excusant auprès de Shion. Shion explique qu'Ayaka a accidentellement causé un bug alors qu'elle travaillait sur un programme. Soudain, une scène de film d'horreur est diffusée sur l'écran géant, effrayant Asano. Cependant, Matsumi et Shion comprennent vite le vrai problème. Fuuta est complètement paralysé par la peur. Emmitouflé dans une couverture et tremblante, Fuuta est terrifié par les fantômes, car ses pouvoirs n'ont absolument aucun effet sur eux. Matsumi et Shion se souviennent que Fuuta a déjà détruit une maison hantée, juste par pure terreur. Matsumi réconforte Fuuta, lui assurant qu'elle ira mieux après un peu de repos. Malgré tous leurs efforts, Fuuta reste très nerveuse, grimpant même sur la tête de Matsumi au moindre petit bruit. Shion en profite pour évoquer de prétendues activités paranormales dans la maison, effrayant encore plus Fuuta. Matsumi arrête Shion avant que Fuuta ne lui arrache les cheveux. Pour le reste de la journée, Fuuta s'accroche à Matsumi et a constamment besoin du soutien de ses frères et sœurs. Shikan demande à Shion de l'accompagner aux toilettes, et Shinzo tire sur la télécommande pour changer de chaîne quand un programme d'horreur apparaît. Kango essaie de lui faire une blague, mais il est immédiatement réprimandé par tout le monde. Après une longue journée à s'occuper de Fuuta, Matsumi la met au lit et demande à Asano de monter la garde. Fuuta, toujours tremblante, se calme tandis que Matsumi lui lit son histoire préférée du soir, une adaptation moderne d'un célèbre conte populaire japonais. Matsumi s'endort au milieu de l'histoire et Asano prend le relais, lisant l'aventure d'un garçon qui devient l'espoir de l'humanité et vainc son ami démon lors de la bataille finale. Bien qu'il trouve l'histoire un peu gênante, Asano la lit jusqu'au bout. Fuuta, maintenant apaisée, remercie Asano et lui confie que sa mère lui lisait cette histoire. Après le décès de sa mère, elle est devenue craintive, craignant de ne pas pouvoir protéger ses proches. Fuuta exprime ses insécurités en tant que fille aînée, se sentant comme un échec pour avoir elle-même besoin d'être prise en charge. Asano l'écoute attentivement, partageant sa propre peur de perdre des êtres chers, mais expliquant que cela le motive à devenir plus fort. Fuuta rit doucement, lui disant d'aller se coucher et lui souhaitant bonne chance pour son examen de licence. Le jour de l'examen pour la licence d'espion, la première épreuve consiste à courir avec de lourds poids attachés aux pieds. Matsumi encourage Asano depuis la zone d'attente, le voyant dépasser tout le monde et terminer en première position. Certains participants semblent mécontents de son succès. Pendant une pause, Asano mange des boulettes de riz préparées par Matsumi, qui lui dit de se reposer avant la prochaine épreuve. Un type avec une crête, qu'il a battu plus tôt, prévoit de s'en prendre à Asano pour réclamer sa prime. Mais avant qu'il n'atteigne Asano, un autre participant nommé Oshi le projette au loin avec une rafale de vent, avertissant que les combats internes sont interdits. Le type à la crête maudit Oshi, mais bat rapidement en retraite en voyant que son couteau est brisé. Asano remercie Oshi, qui minimise son geste, affirmant qu'il ne faisait que protéger ce qu'il aime. Oshi mange un grain de riz sur le visage d'Asano, faisant un commentaire très aguicheur qui met Asano mal à l'aise. Matsumi reconnaît Oshi comme le dragueur numéro 1 du monde de l'espionnage, tristement célèbre, pour ne se soucier ni de l'âge ni du genre. Elle le prévient avec colère de rester loin de son mari, mais Oshi déclare qu'il est ravi d'être une option secondaire. Il prend des photos en gros plan d'Asano et révèle une minuscule poupée Asano qu'il a fabriquée avec des vêtements et des cheveux laissés sur les lieux de mission. Effrayé, Asano est soulagée lorsque la prochaine épreuve est annoncée. Elle consiste à se libérer de chaînes sous l'eau, ce qu'Asano fait avec une grande facilité. Oshi, dans le réservoir d'à côté, continue ses commentaires aguicheurs. L'épreuve suivante est une partie de cache-cache, avec des bourreaux
Eoshi trouve Asano, le serrant très fort dans ses bras et attirant ainsi l'attention du bourreau. Lors de l'épreuve de désamorçage de bombes, Asano réussit avec du temps à revendre, mais Oshi est toujours là, tout prêt, pour le taquiner. Pendant l'examen écrit, les mauvaises réponses entraînent d'être collées au plafond. Asano a du mal, alors Oshi lui montre sa feuille de réponse complétée. L'épreuve terminée, les participants se rassemblent pour recevoir leur licence d'espion. Le lieu commence à se démanteler, créant un ultime défi. Le couloir s'effondre et tout le monde court en avant. Le type à la crête frappe Asano, le faisant tomber. Asano s'accroche au sol qui s'effrite, mais Oshi l'aide, créant une rafale de vent qui les soulève tous les deux en sécurité. Oshi révèle qu'il est un espion de rang argent et un examinateur pour l'épreuve, chargé de juger le caractère des candidats. Il loue la détermination d'Asano et lui accorde sa licence. Asano, ravi, pense que Oshi plaisantait à propos de son béguin, mais Oshi insiste sur le fait qu'il est tout à fait sérieux. Plus tard, une fête est organisée pour célébrer la réussite d'Asano. Hise arrive en retard, expliquant qu'il est tombé à travers les murs qu'il avait évidés pour espionner Matsumi. Futa réalise qu'il était aussi derrière les événements étranges, le punissant en lui brisant les os. Ils prennent une photo de famille pour célébrer la réussite d'Asano à son examen de licence d'espion et la placent dans l'album de famille, marquant ainsi une nouvelle étape importante dans leur parcours commun. Quelques jours plus tard, Asano rentre d'une longue journée d'école, seulement pour trouver le colonel Sanders dans son sac, qui en sort et lui dit qu'il ne voulait pas s'occuper de tous les pièges, alors il a sauté dans son sac. Il se présente comme le grand-père de cette famille, mais comme toute personne censée le ferait, Asano commence à lui tirer dessus avec son arme. Heureusement, Matsumi l'empêche de tuer leur grand-père et le présente comme Papy Ban. Le grand-père un peu louche essaie de flirter avec Ayaka avant de donner de l'argent à Matsumi pour la féliciter de son mariage, puis il affirme vouloir faire une sortie avec Asano pour qu'ils puissent mieux se connaître. Mais avant qu'il ne puisse partir, Ise arrive et le piège complètement avec ses fils, lui disant de retourner immédiatement en prison. Asano a l'air choqué, mais Papy lui dit qu'il est juste stationné en permanence en prison dans le cadre de sa mission et qu'il y retournera plus tard. Ise lui dit de suivre ses ordres s'il ne veut pas se blesser, mais Ban le défie de faire quelque chose et s'échappe des Fields sans aucun problème avant de déployer une bombe fumigène et de s'enfuir avec Asano. Ise appelle immédiatement Asano et lui dit que Ban est un espion de première classe, expert en infiltration et évasion de toutes les installations secrètes, mais aussi un grand bavard qui divulgue toutes les informations à n'importe quelle femme qu'il croise, juste pour l'impressionner. Il dit à Asano de tabasser Ban si nécessaire, mais de s'assurer qu'il reste sous contrôle. Asano regarde autour de lui, mal à l'aise, car la vieille fripouille l'a emmené dans un bar où il s'est entouré de filles et était sur le point de révéler des informations top secrètes quand Asano passe à l'action et tente de l'arrêter. Malheureusement, le vieux gredin est trop rapide et s'échappe. Mais Asano s'était préparé à cela et a utilisé une colle spéciale pour le faire coller à la chaise. Ban s'en fiche cependant et saute hors de ses vêtements avant de défier Asano de l'attraper. Même après avoir utilisé toutes les astuces de son arsenal, Asano n'arrive même pas à l'approcher, alors Ban lui offre un verre, mais il refuse car il est mineur. Ban le qualifie de meilleur homme pour ne pas prendre de risques dans sa vie, puis lui parle de son propre amour pour la grand-mère Yosakura, nommée Kiko. Il affirme qu'elle lui a donné une nouvelle vie et qu'il l'aime plus que tout au monde. Asano se demande comment diable il est censé ramener ce vieil homme en prison quand une vieille dame aux cheveux bleus s'approche de lui et lui met calmement des menottes explosives spéciales au bras de Ban. Il se retourne, surpris, seulement pour réaliser que c'est sa femme, Kiko. Il commence immédiatement à l'attraper et à la serrer dans ses bras, tandis qu'elle lui dit de retourner en prison car il est censé être en mission, pendant que Matsumi court vers Asano, affirmant qu'elle savait que sa grand-mère pouvait s'occuper de Ban. Bientôt, Matsumi et Asano rentrent chez eux, tandis que Kiko permet à Ban de passer une journée entière avec elle. Quelques jours plus tard, les Yosakura décident de se rendre au centre commercial pour acheter des fournitures, et Asano apprend vite que ce centre est conçu pour le monde souterrain, car Matsumi achète calmement des grenades dans des distributeurs automatiques et des munitions dans un magasin de boba, tandis que les autres membres achètent également des fournitures et des jouets pour eux-mêmes. Après s'être acheté une chemise par balle, Asano trouve une jeune fille perdue qui leur raconte que des hommes ont emmené son père de force au sous-sol. Matsumi semble savoir où il se trouve et tape immédiatement un code pour l'ascenseur qui les mène au marché aux puces souterrains, un endroit extrêmement dangereux. En traversant la ruelle sombre et sale, il trouve des combattants de son père tourmenté par un gangster qui voulait de l'argent et menaçait de tuer sa famille. Mais Asano utilise immédiatement son pistolet paralysant pour l'assommer froidement, tandis que la famille se réunit. Cependant, cela s'avère être une mauvaise idée, car tout le monde reconnaît Matsumi et Asano et décide de réclamer la récompense d'un demi-million de dollars sur la tête des Asano. Mais Hise apparaît de nulle part et les sauve en utilisant calmement ses fils pour neutraliser les voyous. Bientôt, un tas d'autres gangsters arrivent également, mais le reste de la famille Yosakura aussi, qui transforme cela en un jeu amusant en détruisant non seulement les ennemis, mais aussi tout le sous-sol du centre commercial, qui commence à s'enfoncer alors qu'il quitte le centre après une joyeuse journée de shopping. Un matin, Asano rêve d'une journée où sa famille avait prévu un voyage de camping, mais la pluie a gâché leur plan. Asano divertissait son jeune frère avec ses talents de joueur de jeux vidéo, tandis que leur mère l'encourageait à canaliser cette énergie vers les études ou le sport.
Ils plaisantaient et riaient jusqu'à ce que la tragédie frappe, et Asano perde toute sa famille dans un accident de voiture. Le rêve se termine à leur funérailles, le réveillant en sursaut, tremblant et en sueur. Plus tard, Shion révèle que le dispositif de mémoire optique qu'Asano a reçu de Kyuro contient une liste d'invités pour une réception de mariage Yozakura. Plus précisément, le mariage du 9e chef de famille, leurs parents. Shion affiche la liste sur un écran géant, notant que la plupart des invités étaient des civils, suggérant que c'était un événement public. Ce qui choque Shion, c'est la présence des parents d'Asano sur cette liste. Shion dit à Asano, surpris, que bien que cela ne suffise pas à tirer des conclusions définitives, cela suggère une connexion entre sa famille et les Yozakura avant sa naissance. Asano assimile cela rapidement, se souvenant des mots de Kuro sur les circonstances anormales de sa survie et l'accident qui a tué sa famille. Il dit qu'il se prépare mentalement à toute révélation depuis ce moment. Matsumi cependant est profondément secoué, pleurant et incapable de croiser le regard d'Asano, craignant que sa famille ne soit morte à cause de leur lien avec les Yozakura. Asano lui tient les mains, l'exhortant à ne pas tirer de conclusions hâtives. Il lui dit qu'ils doivent en apprendre davantage sur cette connexion avant de porter un quelconque jugement. Touché par ces mots, Matsumi se calme, tandis que Shion, jalouse, leur dit d'aller prendre une chambre. Asano demande ensuite à Shion de l'aider à découvrir davantage sur ses parents, même si cela s'avère être un peu compliqué. Shion, agacé, lui pique les yeux et lui dit de ne pas lui parler comme à une inconnue. Shion élabore un plan pour visiter le monde souterrain, soupçonnant que toute information restante sur l'ancien chef de famille pourrait s'y trouver. Elle envoie Asano à la Bibliothèque des Morts, une organisation privée qui recueille des informations sur les personnes disparues sans laisser de traces. Suivant ses instructions, Asano descend dans une bouche d'égout située dans une zone très reculée. En entrant dans la bibliothèque, Asano voit des gens lire des livres sur des sujets classifiés. Un homme rit d'une méthode de mort particulière, seulement pour être instantanément réduit au silence par la bibliothécaire, Mi, une espionne de rang argent, qui déteste le bruit. Shion avertit Asano de rester silencieux car Mi punira quiconque fera le moindre bruit. L'ouïe de Mi est si fine que Shion réduit la sortie des écouteurs d'Asano au minimum. Naviguant silencieusement dans la bibliothèque, Asano voit Mi s'en prendre à quiconque fait du bruit. Il manque de laisser tomber un livre mais le rattrape juste à temps, évitant ainsi une mort certaine. Finalement, Asano trouve un dossier sur son père mais ne découvre rien de nouveau. Cependant, il remarque un trou dans le livre qui correspond au dispositif de stockage optique. En insérant le dispositif, le contenu du livre change, révélant des photos de sa famille avec leur nom barré et le mot Tampopo en lettres grasses. Réalisant que Tampopo pourrait être lié à la mort de sa famille, Asano est surpris lorsque le livre annonce qu'il va s'autodétruire en 3 secondes en raison d'un accès non autorisé. Le livre explose, faisant suffisamment de bruit pour alerter tout le monde. Shion, entendant l'explosion, exhorte Asano à fuir alors que Mi se rapproche. Mi attaque, mais Asano esquive. Shion lui ordonne de tirer sur la prise électrique, plongeant la bibliothèque dans l'obscurité. Asano court vers la sortie, mais Mi lui bloque le passage, assoiffé de sang. Matsumi élabore un plan et dit à Asano de pointer ses écouteurs vers Mi. Lui faisant confiance, Asano s'exécute et Matsumi hurle dans le micro, émettant un son aigu qui incapacite Mi. Asano s'échappe et rentre chez lui, déterminé à en apprendre davantage sur Tanpopo. Une fois à la maison, Ise torture Asano en plaçant 400 kilos sur ses genoux et en lui attachant les bras. Lisant un manuel de torture, Ise mentionne qu'il ne s'attendait pas à ce que la famille d'Asano soit victime de Tanpopo. Quand Asano demande ce qu'il veut dire, Ise explique que Tanpopo a également tué la mère de Matsumi, l'ancien chef de famille. Malgré des ressources considérables, Ise a trouvé peu d'informations sur Tanpopo, sachant seulement qu'ils sont puissants, ont des membres avec des tatouages de pissenlit et ciblent Matsumi. Ise ajoute plus de poids, parlant du désespoir de perdre sa famille, tandis qu'Asano implore pitié. Ise partage ensuite qu'il a découvert de nouvelles informations. Il a restreint sa recherche à l'industrie médicale, trouvant que 15 personnes dans ce domaine ont été tuées dans des accidents aux alentours de la mort de la famille d'Asano. Tous liés à Makoto, directeur de la clinique médicale Kawashita. Bien qu'il ne qualifie pas Makoto de cerveau, Ise pense qu'il est un acteur important de Tanpopo. Il demande à Asano s'il veut démasquer cette sombre organisation, et Asano accepte. Déguisé en patient de 75 ans, Asano, avec Matsumi se faisant passer pour sa femme de 50 ans, visite la clinique de Makoto. Les lourdes plaques métalliques de Ise font qu'Asano se déplace comme un vieil homme. L'infirmière les appelle, et Makoto examine Asano, notant sa bonne santé et ses dents intactes. Makoto semble sincère, et Asano ne sait pas quoi douter. Plus tard, Asano est dans un lit d'hôpital, et Matsumi le nourrit. Elle espère que leurs dernières années seront paisibles, sans souci d'assassinat ni d'espionnage. Asano est d'accord, disant qu'il veut qu'elle lui survive car il ne pourrait pas vivre sans elle. Matsumi, touché, continue le jeu de rôle avec beaucoup d'affection. La nuit, Asano s'introduit dans le bureau de Makoto. En accédant à son PC, il le trouve rempli d'irrégularités, des dossiers vides, des mots de passe et des verrous d'empreintes digitales. Utilisant un programme de Shion, il déverrouille des fichiers liés à Tanpopo. Les fichiers révèlent le secret de la famille Yozakura. Une protéine spéciale appelée Summoning dans leur sang améliore leur capacité et agit comme un agent dopant de haute performance.
Incapable de produire la protéine artificiellement, Tanpopo cible le cœur de Matsumi pour un approvisionnement continu. Asano est choqué et à ce moment précis, Makoto entre. Il attaque Asano, arrachant son déguisement. Reconnaissant Asano, Makoto dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il survive à l'accident. Asano l'accuse d'avoir tué ses parents et la mère de Matsumi, mais Makoto rejette cela comme étant insignifiant. Makoto révèle son tatouage de pissenlit, confirmant son affiliation à Tanpopo et poignarde Asano. Les lourdes plaques métalliques sauvent Asano qui riposte, disant qu'il ne se soucie que de Matsumi. Il tire un coup électrique, mais Makoto le disperse, disant à Asano d'utiliser sa seconde chance avec sagesse. Utilisant une grenade flash, Makoto s'échappe avec son PC. Bien que Makoto s'échappe, Asano a extrait les données et jure de démasquer Tanpopo et de protéger Matsumi. Quelques jours plus tard, un matin, Asano se retrouve sur un sacré bateau au milieu de la mer, avec personne d'autre que Ise à ses côtés. Asano pense que cette fois, Ise pourrait réellement le tuer, mais à sa grande surprise, Ise se montre plutôt amical avec lui. L'aidant à pêcher, lui offrant de la nourriture et tout le reste. Cela effraie Asano plus que tout, quand soudain, au lieu d'un poisson, il attrape un ennemi hors de l'eau qui atterrit sur le bateau et commence à tirer. Asano lui fauche rapidement les jambes et lui écrase le visage quand Ise lui dit que se battre dans l'eau est très important pour un espion, et que quand lui et Futaba étaient jeunes, il le faisait très souvent. Asano pense que c'est peut-être un exercice, mais Ise répond que ce sont de vrais ennemis, car il a envoyé des prospectus à toutes les organisations ennemies concernant la localisation d'Asano pour un entraînement pratique. Très vite, un grand nombre d'ennemis émergent de l'eau sur leur bateau et une bagarre générale éclate, tandis que Ise observe depuis un coin les balles volant dans toutes les directions. Asano parvient tant bien que mal à gérer presque tous les ennemis quand soudain une torpille fonce vers leur bateau et le fait exploser en morceaux, projetant chaque homme en pleine mer. Asano parvient tant bien que mal à trouver une planche flottante et sauve l'un des ennemis de la noyade quand il remarque que la torpille porte la marque de Tanpopo. Ise flotte près de lui et affirme qu'il a entendu des rumeurs selon lesquelles Tanpopo utilise ses eaux comme route de contrebande et tue quiconque s'approche de cet endroit, et maintenant c'est confirmé. Soudain, Ise le félicite d'avoir repoussé les ennemis jusqu'à présent et utilise ses fils pour projeter Asano en l'air pour sa prochaine épreuve. Asano retombe dans la mer, où il est presque touché par une autre torpille. Mais il parvient à l'esquiver et utilise sa ceinture de fil pour s'y accrocher. Ise lui dit que la torpille se dirige vers eux et qu'elle ne lui fera rien, mais tous les autres hommes ici seront certainement réduits en petits morceaux. Il dit à Asano qu'avant, il se sacrifiait toujours pour sauver les autres, mais qu'il est maintenant un espion de rang bronze, ce qui signifie qu'il doit sauver tout le monde sans se blesser lui-même. Asano grimpe immédiatement sur la torpille et, lentement mais sûrement, essaie de la désactiver. Tous les autres hommes commencent à essayer de nager pour se sauver tandis que Ise attend calmement de voir ce qui se passe. Heureusement, Asano parvient à désactiver la torpille juste avant qu'elle ne frappe Ise, qui le félicite pour ses efforts. Alors que le sous-marin de Tanpopo est surpris de découvrir que la torpille a été désactivée, il décide en tête d'en tirer une autre au même endroit. Mais Ise arrive là, sur la torpille aux côtés de Taiyo, et lance une torpille sur le sous-marin tout en le découpant en morceaux avec ses fils, provoquant une énorme explosion. Asano est épuisé alors qu'il nage paresseusement dans l'océan quand Ise lui demande s'il veut vraiment se battre contre Tanpopo, car c'est un énorme syndicat, difficile à gérer même pour plusieurs espions de niveau hors réunis. Mais Asano est catégorique. Alors Ise décide de l'intégrer à la guerre contre Tanpopo. Le lendemain matin, il l'envoie dans un hôtel, où Mako est censé se trouver au dernier étage. Il affirme également que Shinzo vient le soutenir, mais jusque-là, c'est le travail d'Asano de reconnaître la zone. Asano essaie simplement de monter au dernier étage, mais il doit y faire face, et se fait éjecter de l'ascenseur. Il décide ensuite de devenir un expert en escalade, et grimpe le bâtiment avec ses gants spéciaux, mais à cause d'une dispute entre un couple, il est de nouveau projeté dans la piscine. Soudain, il aperçoit une vieille dame riche qui dit à l'un des serveurs d'emmener son chien au dernier étage, dans sa chambre. Il décide alors de se déguiser en chien et parvient à infiltrer la chambre de Mako. Il sort immédiatement son arme et la pointe sur Mako, qui se tient là avec un homme énorme, le propriétaire de l'hôtel. Mako affirme qu'il n'a pas le temps pour ça et donne à Nor, le propriétaire de l'hôtel, une petite pochette avant de lui dire de s'occuper du garçon. Un hélicoptère arrive devant la fenêtre et Nor brise immédiatement la vitre, la projetant sur Asano, pendant que Mako s'échappe. L'homme énorme sort immédiatement une petite aiguille de la pochette, affirmant qu'elle contient un stéroïde capable de reproduire les pouvoirs des Yozakura. Il se poignarde avec l'aiguille et se transforme immédiatement en Samsulik, qui détruit l'arme d'Asano avant même qu'il ne puisse tirer. Il lui assène immédiatement un coup de poing massif qui projette Asano au loin, mais ce dernier parvient à le poignarder à l'épaule. Nor ne semble pas du tout perturbé alors qu'il retire le couteau et que la blessure guérit instantanément. Il marche vers Asano et l'attrape par la gorge quand le sol derrière eux se brise et qu'une poubelle émerge, qui tire sur le gros homme avec son canon laser. Shinzo sort de la poubelle comme un vrai américain, s'excusant d'être si en retard.
Noor émerge de la fumée et dit à Shinzo qu'il ne peut pas être vaincu par ses tours de passe-passe. Mais Shinzo décide de sauver la vie d'Asano en premier et le jette par la fenêtre avec un parachute pour sa propre sécurité. Shinzo sort alors une quantité énorme d'armes et commence à tirer sur Noor, mais grâce à sa guérison ultra rapide, cela ne le dérange pas vraiment, et il se précipite immédiatement vers Shinzo, qui parvient à bloquer son coup de poing avant d'engager un véritable bras de fer. Moore réalise qu'il ne peut pas vaincre un vrai Yozakura, alors il utilise le plan B et dit à Shinzo que l'interrupteur dans ses dents peut faire exploser tout l'hôtel avec toutes les personnes à l'intérieur, ce qui force Shinzo à reculer. Moore en profite et commence à tabasser Shinzo, qui est extrêmement bien bâti et encaisse les coups comme un champion. Soudain, Moore reçoit un appel de la réceptionniste qui se met à crier qu'il y a un terroriste fou et dérangé en bas qui tire en l'air et lance des grenades partout. Asano continue d'agir comme un psychopathe, effrayant tout le monde pour évacuer rapidement l'hôtel, tandis que Noor perd son avantage sur Shinzo qui réengage le combat avec l'ennemi. Shinzo sort son énorme canon à rail, disant à Noor qu'il est le seul de sa famille à pouvoir le tirer à cause du recul, tandis que Noor se tient confiant, pensant que cela ne pourrait pas le blesser. Shinzo sourit et tire le canon à rail sur Noor, ce qui fait exploser tout un côté du bâtiment avec lui. Une fois la fumée dissipée, Noor tombe au sol, mort, tandis que Shinzo dit à Asano de le rejoindre à l'étage inférieur. Asano commence à marcher mais trébuche. Un vieil homme bienveillant le sauve alors de la chute et s'éloigne sans dire un mot. Alors qu'Asano se demandait pourquoi un civil était encore à l'intérieur, Shinzo arrive pour le rencontrer, seulement pour être choqué de voir qu'Asano a de multiples trous béants dans le corps, d'où s'écoule du sang. Asano s'effondre immédiatement, victime d'une hémorragie, dans une mare de son propre sang, tandis que Shinzo le saisit et lui dit de rester conscient. Il le ramène bientôt à la maison Yozakura, où des premiers soins appropriés parviennent à sauver la vie d'Asano, tandis que Nana leur dit qu'Asano a été touché plus d'une douzaine de fois, le laissant dans un état critique. Il quitte bientôt la chambre d'Asano pour le laisser se reposer, quand soudain, une alarme se met à retentir. Matsumi est confuse, mais Fyuta et les autres se précipitent immédiatement dans sa chambre avant de lui dire de ne pas bouger, car l'alarme signifie qu'un grand nombre d'intrus ont franchi leur sécurité et sont entrés sur le domaine Yozakura. Ces intrus s'avèrent être des soldats de Tampopo, lourdement armés, menés par un homme blond et musclé. La première ligne de défense est Goliath, qui se transforme immédiatement en un loup géant et commence à détruire quiconque tente d'approcher la maison. Cela a effrayé tout le monde, mais le bodybuilder blond leur dit que les vrais monstres sont les frères et sœurs Yozakura qui sortent en nombre pour gérer tout cela. Une bataille totale s'ensuit, alors que tout le monde, à l'exception de Aiz, commence à détruire les ennemis, mais à la surprise de Fyuta, ces hommes sont clairement beaucoup plus agaçants et possèdent de bonnes capacités de régénération. Le colosse blond ordonne au deuxième groupe de prendre d'assaut le manoir, mais Aiz est assis là, se détendant, et dès que quelqu'un tente d'attaquer, il utilise simplement ses fils pour les réduire tous en morceaux. Le blond Mihead sait que le combat tourne en leur défaveur, alors il s'injecte plus de stéroïdes dans le bras et assène un coup de poing massif à Goliath, c'est la première fois qu'il est blessé. Tout le monde est choqué alors que l'énorme loup percute le manoir, brisant les murs, tandis que le Mihid se tient debout au-dessus. Soudain, un vieil homme utilise le mode hibernation de la maison, ce qui ferme toutes les entrées, surprenant Fyuta qui court vers Aiz, affirmant que seul le chef qui possède une bague spéciale peut faire cela. Mais Aiz, pour une fois, a l'air sérieux et dit à Fyuta que c'est définitivement leur père qui planifie cette attaque et jure de récupérer la bague. Il s'éloigne calmement dans les bois quand il rencontre enfin son père, Keiyo, qui a blessé Asano, et lui demande de rendre la bague car elle appartenait à sa mère. De retour à l'intérieur du manoir, Matsumi réalise que le courant a été coupé et qu'il n'y a pas de réseau cellulaire. Et à cause de cela, l'état d'Asano commence à s'aggraver. Elle se demande ce qu'elle peut faire dans cette situation quand elle se souvient que sa mère lui a parlé des pouvoirs spéciaux du sang Yozakura. Elle sort immédiatement un petit récipient et, à l'aide d'une seringue, prélève son propre sang avant de l'injecter à Asano, espérant qu'il survivrait puisque son rythme cardiaque avait dangereusement chuté et que son corps se refroidissait. Soudain, le monstre blond défonce la porte et saute en l'air pour achever Matsumi. Mais à sa grande surprise, Asano se réveille et par le coup du blondinet, lui sauvant la vie. Il y a quelque chose de différent chez lui, ses yeux commencent à briller en rose tandis qu'il dit au blond de rester loin d'elle et lui tire une balle dans le visage. Le monstre musclé esquive le coup, mais Asano bondit pour attaquer et assène un coup de pied massif au visage. Asano lui-même est choqué par sa nouvelle force et se précipite rapidement pour un autre coup de poing, projetant l'ennemi au loin, mais soudain, son corps cède alors que ses sens commencent à être submergés et il tombe à genoux. Heureusement, Matsumi est là pour lui et lui dit de se calmer et de se concentrer uniquement sur sa voix, sans penser au danger dans lequel il se trouve. En faisant cela, Asano parvient à reprendre le contrôle de ses sens. Mais il est trop tard, car le monstre attrape Matsumi et la jette au loin avant d'essayer de porter un coup de poing mortel à Asano. Mais cela ne sert plus à rien, car Asano bloque facilement son coup de poing avant de lui asséner son propre coup de poing explosif qui lui brûle un trou à travers le corps alors qu'il tombe au sol, mort.
De retour dans la forêt, Ise demande à son père pourquoi il a tout orchestré, car il voulait clairement que Matsumi soit acculé, alors il a blessé Asano, puis a engagé le groupe Tampopo pour les attaquer afin que Matsumi partage son sang avec Asano. Le vieil homme sourit simplement et lui dit qu'il voulait simplement qu'Asano devienne plus fort afin qu'il n'y ait aucune menace pour Matsumi. Après cela, le vieil homme se retourne pour partir. Mais Aiz lui dit de rendre la bague avant d'utiliser ses fils pour littéralement couper tout ce qui se trouve dans la zone en deux. Étonnamment, son père attrape tous les fils facilement, car c'est lui qui a appris à Aiz à les utiliser. Aiz, cependant, ne semble pas vraiment s'en soucier et les utilise pour tordre le bras de son père, forçant la bague à se détacher, tandis que son père disparaît de la zone. De retour au manoir, Matsumi serre Asano dans ses bras, heureuse de le voir en vie quand elle reçoit un appel de Shion qui demande s'ils vont bien. Elle dit immédiatement aux frères et sœurs restants que Matsumi est en sécurité, et ils passent à la vitesse supérieure pour achever tout le monde. Ken se déguise en Matsumi et court dans la zone, faisant en sorte que chaque attaquant le suive, leur objectif principal étant de tuer le chef des Yozakura. Mais cela les mène à Nana, qui se dope et utilise ses poings pour créer un cratère piégeant tous les ennemis, tandis que Shinzo utilise sa technologie pour les enfermer dans une sphère. Bientôt, Fuuna s'approche et utilise sa force surhumaine pour faire tourner la sphère et la jette en l'air, mettant fin à la bataille pour l'instant. Matsumi et Asano sortent du manoir, tandis que les autres se regroupent autour d'eux, mais Asano n'est toujours pas correctement sous contrôle et commence à devenir berserk tandis que les autres essaient de le maîtriser. Aiz revient, affirmant que le sang Yozakura est très puissant et que les gens normaux peuvent facilement en être submergés et se perdre complètement. Asano parvient à se débarrasser de tout le monde, mais est immédiatement piégé par les fils de Aiz qui lui met des AirPods Max sur la tête et demande à Matsumi de lui chanter une chanson. Matsumi prend le micro et chante comme Joju Saiwa, ce qui assomme Asano, et quand il se réveille, il n'a aucune idée de ce qui lui est arrivé. Asano se repose pendant une semaine entière après cela, mais décide d'aller à l'école un jour car il ne veut pas que quiconque se méfie de lui. Il a toujours des douleurs partout dans le corps, et pour s'assurer qu'il ne se blesse pas, Matsumi envoie Nana avec lui. Nana utilise immédiatement un sérum spécial qui contrôle ses gènes mutés, et il commence à ressembler à un garçon moyen de son âge et se change immédiatement pour partir à l'école. En chemin, il dit à Asano que cette forme de garçon n'est pas très stable pour lui, et qu'il est souvent obligé de prendre des médicaments spéciaux juste pour s'assurer que ses gènes ne deviennent pas incontrôlables. Quand ils arrivent à l'école, Nana est immédiatement saluée par ses camarades de classe qui lui demandent s'il se sent mieux maintenant, car ils pensent tous que Nana est un garçon maladif qui est principalement scolarisé à la maison. Plus tard ce jour-là, alors qu'Asano marchait avec ses amis, il reçoit un appel de Nana qui lui demande de le rejoindre immédiatement au laboratoire de biologie. Asano se précipite immédiatement pour trouver Nana au sol, son corps commençant à devenir fou alors que des tumeurs commencent à se développer sur tout son bras. Asano lui fait immédiatement une injection de médicaments qui calme ses nerfs quand soudain, une camarade de classe de Nana entre. Kita, sa camarade de classe, ne semble se soucier que des animaux et ignore Asano complètement tout en demandant à Nana s'il se sent bien. Elle prend sa température corporelle avant de partir, tandis qu'Asano reste derrière. Nana sort un paquet de seringues, affirmant qu'elles contiennent un sérum spécial qui stabilisera de manière permanente les gènes de Nana, mais il retrouvera alors sa forme de Jack Mr. Olympia et ne pourra plus jamais retourner à l'école. Il s'excuse auprès d'Asano de lui avoir causé des ennuis et décide de le prendre, mais Asano l'arrête, affirmant qu'il a le droit de profiter de l'école autant que n'importe qui d'autre. Asano promet de le couvrir et dit à Nana d'aller profiter de sa journée, tandis qu'Asano gardera un œil sur lui. Nana a les larmes aux yeux et accepte joyeusement avant de retourner à sa classe. Pendant qu'il lisait un chapitre en classe, ses gènes s'activent à nouveau et le côté droit de son uniforme explose, mais Asano est rapide à la détente et lui tire un antidote, le rendant rapidement normal, tandis que le professeur se demande ce qui vient de se passer. De même, Asano le couvre toute la journée à travers différentes activités afin que Nana puisse aussi profiter d'une journée à l'école. Malheureusement, de retour au laboratoire de biologie, le serpent de Kita finit par trouver une capsule de drogue tombée de Nana, qu'il avale en pensant que c'est un œuf, ce qui provoque une mutation massive le transformant en un serpent monstrueusement énorme. Nana et Asano sont complètement inconscients de cela, alors qu'ils profitent de leur journée sur le toit en faisant de l'acupuncture quand ils remarquent un groupe d'animaux passer. Ils courent immédiatement en bas pour découvrir que les animaux du laboratoire de biologie se sont échappés, tandis que Kita gît là, inconsciente. Nana court immédiatement à ses côtés pour s'assurer qu'elle va bien et la ramène à la conscience. Mais elle ne se soucie pas de sa propre vie et veut simplement retrouver son serpent de compagnie et s'enfuit. Alors qu'Asano dit à Nana de suivre la fille pendant qu'il gère tous les autres animaux, Nana le remercie avant de courir après elle. Kita l'emmène à la chaufferie sous l'école, un endroit chaud où un serpent aimerait se cacher, et bien sûr, le serpent l'attaque par derrière. Heureusement, Nana parvient à la repousser, lui sauvant la vie, mais réalise que c'était sa faute si ce serpent s'était transformé en monstre. Il accepte son destin de ne plus jamais revenir à l'école et s'approche du serpent qui essaie de le mordre, mais Nana utilise son bras musclé pour absorber la morsure, et bientôt, les drogues du corps du serpent retournent dans Nana, ramenant le serpent à la normale. Kita est choquée par ce qu'elle vient de voir, mais
Avant qu'elle ne puisse demander quoi que ce soit à Nana, il disparaît sans laisser de traces. Asano le trouve et l'emmène sur le toit où son corps commence à devenir incontrôlable. Nana sort la seringue, mais Asano lui dit d'arrêter, car il doit y avoir un autre moyen. À ce stade, il devient de plus en plus difficile pour Nana de contrôler son corps, et il pousse Asano contre le mur avant de sortir la seringue et d'essayer de s'injecter le sérum. Étonnamment, Asano intervient et utilise ses mains pour arrêter la seringue, avant de dire à Nana qu'il avait aussi un jeune frère, décédé dans un accident, mais que maintenant, Nana sera toujours son jeune frère, et qu'il doit lui faire davantage confiance. Nana se sent réconfortée et en sécurité dans les bras d'Asano, et bientôt, son corps se calme et redevient normal. Soudain, Kita arrive, rattrapant ses animaux, mais ne semble pas se soucier de ce qu'elle vient de voir, et demande à Asano s'il aimerait rejoindre le club de biologie. Asano essaie de refuser, mais elle ne l'écoute même pas, et l'entraîne pour remplir tous les formulaires. Quelques semaines se sont écoulées, mais même après avoir déployé Shinzo et Shion pour tenter de retrouver Tampopo, ils n'ont obtenu qu'un seul indice sérieux jusqu'à présent. De plus, récemment, Oga et Sui ont tenté d'infiltrer l'un des bastions de Tampopo, espérant trouver Mako. Mais tout ce qu'ils ont trouvé, ce sont des gardes aléatoires et une énorme bombe qui a explosé à leur visage alors qu'ils s'échappaient de justesse avec leur vie. Asano, cependant, semble être sur la bonne piste alors qu'il entre dans un train plutôt chic et se déguise en l'un des employés. Il commence immédiatement à faire des merveilles, s'assurant que les clients sont satisfaits de la nourriture et nettoie toute la pièce jusqu'à ce que chacun puisse voir son reflet sur le mur. Après avoir accompli d'innombrables petites et grandes tâches, il s'assoit un instant, réfléchissant au fait qu'il n'a rien pu trouver sur le père de Matsumi, Momo, qui est censé être mort, mais est clairement en vie. Il essaie de se lever et finit par perdre son pistolet que Shinzo lui avait récemment donné. Fatigué de sa vie, il descend dans le train, où il trouve l'une des passagères qui sort la tête comme un chien mort-vivant, alors il essaie de la tirer à l'intérieur. La fille s'avère être une belle femme aux cheveux blancs qui lui rend son pistolet, affirmant qu'elle l'a vu laisser tomber ce jouet. Il est un peu surpris qu'elle ait réussi à l'attraper mais n'y pense pas trop, et se dirige vers une Karen qui ne cesse de crier après le gérant. Elle dit à Asano que la fumée la rend étourdie, ce dont Asano commence à s'excuser quand il fait soudain le lien entre la nourriture insipide, la suie partout et les fenêtres floues. Il se met immédiatement à courir vers la salle des machines, réalisant que le train est entièrement truqué et ne fonctionne même pas au charbon. Il vérifie les toxines dans l'air, seulement pour découvrir qu'il respirait un poison lent depuis tout ce temps. Il se précipite dans le compartiment avec toutes les personnes à l'intérieur et leur dit à tous de se baisser alors qu'il sort son pistolet et l'utilise pour briser toutes les fenêtres, laissant entrer l'air, ce qui diminue le niveau de toxines dans l'air et sauve la vie de tout le monde. Il remarque que 2 des hommes n'ont pas bougé quand soudain leur déguisement tombe et il s'avère être Momo et Mako. Il se souvient que c'était Momo qu'il avait rencontré à l'hôtel avant d'être blessé, alors il sort son pistolet et le pointe sur la tête de Momo. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, la belle dame aux cheveux blancs entre dans le compartiment et dit à Asano d'arrêter. Immédiatement, Momo se met en mouvement et saisit Asano dans une prise de bras, affirmant qu'il tient le pistolet trop fermement. Mais Asano utilise une contre-attaque et se libère de la prise avant d'essayer d'appuyer sur la gâchette, mais il est attrapé par les cheveux de la femme blanche avant qu'elle ne lui arrache l'arme des mains. Mako dit à Asano que la fille s'appelle Haku, et qu'elle est la seule personne compatible à 100% avec le stéroïde qu'il a créé. Il affirme qu'il voulait voir quel serait le résultat d'une rencontre entre quelqu'un compatible avec le sang Yozakura et quelqu'un compatible avec le stéroïde. Alors il a tout planifié et utilisé de fausses informations pour disperser la famille Yozakura afin d'amener Asano ici. Il se déplace ensuite dans l'autre compartiment avec Momo, tandis que Haku utilise ses cheveux pour couper le lien entre leurs trains. Haku resserre immédiatement son étranglement sur Asano, mais il utilise la force brute donnée par le sang Yozakura pour s'en libérer avant d'esquiver les coups de Haku avec une rapidité surprenante. Il se précipite droit sur elle, mais Haku ne semble pas du tout dérangé et attrape Asano avec ses cheveux avant de le projeter violemment à l'autre bout du compartiment. Asano se remet sur pied et se précipite à nouveau sur elle, mais cette fois il parvient à esquiver toutes ses attaques avant de saisir ses cheveux et de la fracasser contre le toit du train. Mais Haku émerge sans une égratignure et souriante alors qu'elle esquive son tir électrique avant de bloquer l'autre avec ses cheveux. Il décide de s'occuper d'abord de ses cheveux et transforme son pistolet en sa deuxième forme, qui s'avère être un katana tranchant comme un rasoir, imprégné d'électricité, capable de couper même les matériaux les plus résistants. Il se prépare enfin à affronter Haku, sachant que perdre contre elle signifierait très probablement sa mort, et aussi celle de Matsumi, ce qui impliquerait que le lion Yozakura disparaîtrait avec elle s'il ne gagne pas cette bataille. Il se prépare avec son épée électrique et se précipite vers Haku à toute vitesse pour tenter de la prendre au dépourvu. Mais sa réaction est plus rapide que celle de mon chien quand j'ouvre un sac de friandises et elle essaie de l'attaquer avec ses cheveux. Asano décide de se débarrasser du problème une bonne fois pour toutes et essaie de lui couper les cheveux complètement, mais Haku n'est pas une grande fan du look de Shadota et le repousse, affirmant que ses cheveux repousseront immédiatement, peu importe combien il essaie de les couper.
Elle riposte alors que le soleil se prépare à l'impact, lorsque ses cheveux blancs argentés prennent la forme d'un python et commencent à l'attaquer sans relâche. Les attaques sont si rapides qu'il utilise toute son énergie pour simplement essayer de réagir à ses mouvements, ce qui ne lui laisse aucun espace pour réellement penser à une attaque. Soudain, il remarque quelque chose de différent, alors que Haku commence à utiliser le code Morse pour communiquer avec lui. Cela le surprend vraiment, mais Haku lui dit de rester calme, car elle a une chose très importante à lui dire. Elle affirme que la vitesse à laquelle elle attaque est incroyablement rapide. Ainsi, les chances que Makoto réalise le code sont très faibles, et elle dit à Asano qu'elle veut lui révéler la vérité qu'il a cherchée si longtemps. Asano se sent engourdi alors qu'il reste là, inactif, quand Haku lui dit qu'elle est la raison de la mort de ses parents. Asano utilise soudain son épée pour couper les cheveux autour de lui et recule, choqué, se demandant s'il l'a bien entendu. Mais Haku continue et affirme qu'elle était une patiente atteinte d'un cancer et qu'elle était toujours à l'hôpital, se demandant quand elle mourrait. Mais les parents d'Asano, qui travaillaient aussi là-bas, étaient toujours très gentils avec elle, lui parlant doucement et se souvenant même de son anniversaire. Ce jour-là, ils lui ont offert une paire de magnifiques boucles d'oreilles en forme de tournesol et ont affirmé qu'elle irait très vite mieux et devrait pouvoir quitter l'hôpital. Elle voulait croire qu'il disait la vérité, car il l'avait toujours traitée comme une véritable fille et jamais comme une patiente lambda. Même Makoto fut surpris de voir ses progrès et affirma que les boucles d'oreilles lui iraient à merveille. Elle chérissait les boucles d'oreilles et les essayait chaque nuit. Et lentement mais sûrement, elle finit par se rétablir complètement, ce qui signifiait qu'elle pouvait faire toutes les choses qu'elle aimait dans la vie, comme chanter au soleil et aller à l'école. Elle était follement heureuse de la tournure que prenait sa vie, mais elle n'avait aucune idée que tout cela n'était qu'un mensonge. Une nuit, Makoto l'appela dans ses appartements et lui montra des centaines de corps morts et décomposés qui la choquèrent complètement. Makoto garda le même sourire innocent qu'il avait et lui dit que ce sont plusieurs patients comme elle sur lesquels il avait essayé sa nouvelle drogue pour les modifier en super soldats, mais aucun d'entre eux, n'avait réussi à survivre. D'une manière ou d'une autre, le sang cancéreux de Haku lui a conféré une immunité au sérum de super soldat, prolongeant ainsi considérablement sa vie. Elle a alors regardé Makoto, lui demandant si les parents d'Asano étaient au courant de tout cela. Mais Makoto a secoué la tête, affirmant qu'il n'avait absolument aucune idée d'avoir ôté tant de vie sur ses ordres, car il croit sincèrement qu'ils sont en quête d'un remède contre le cancer. Il lui révèle également qu'ils ne sauront jamais les horreurs qu'ils ont commises, car il s'est assuré que toute leur famille périsse ensemble dans un accident de voiture, ce qui selon lui serait une forme de bienveillance à leur égard. Depuis ce jour funeste, Haku s'est retrouvé piégé dans la toile complexe de Makoto et de Tampopo. Asano n'en croit pas ses oreilles, submergé par une vague d'émotions intenses qui le traverse de part en part. Pendant ce temps, Haku lui montre les boucles d'oreilles que ses parents lui ont offertes, lui expliquant qu'elles contiennent un traceur GPS capable de suivre les activités de Tampopo. Grâce à cet appareil, Asano pourra s'assurer que Matsumi est toujours en parfaite sécurité. Immédiatement après cela, elle utilise ses cheveux pour asséner un uppercut dévastateur à Asano, le projetant violemment à travers le toit du train. Là, il finit par perdre lentement le contrôle, submergé par la colère et le chagrin causé par la mort de ses parents. Il commence alors à devenir fou, furieux, attaquant Haku de toutes ses forces, mais à cause de cette rage, sa précision diminue considérablement et Haku parvient à le saisir avec ses cheveux. À son entière surprise, Asano utilise sa colère comme un véritable carburant, dépassant les limites de son propre corps alors qu'il arrache ses cheveux et se libère de son emprise. Il réalise qu'il se perdra complètement si cela continue ainsi, alors il se coupe la jambe pour évacuer une partie du sang de Yozakura de son corps, ce qui le calme instantanément. Il remet ses idées en place et rassemble toutes les forces disponibles dans son corps pour une attaque finale. Il fonce alors vers elle, à la vitesse de la lumière, et coupe tous ses cheveux d'un seul coup, lui offrant une transformation radicale, tandis qu'elle s'effondre au sol, complètement épuisée et à l'agonie. Il prend sa tête dans ses genoux et lui dit qu'il ne la blâme absolument pas pour la mort de ses parents, car c'est là l'œuvre de Tampopo et de Makoto. Il lui confie que ses parents parlaient énormément d'elle et l'ont toujours aimée comme leur propre fille, sans aucune distinction. Des larmes commencent à couler sur ses joues, tandis qu'elle se remémore ses parents, et elle s'éteint paisiblement. Asano se lève, complètement vidé de ses forces et mentalement épuisé après avoir appris tant de choses. Mais avant qu'il ne puisse faire le moindre geste, une gigantesque main velue surgit et le lacère dans le dos. Cette main appartient à une certaine Ai, de rang inférieur, tandis que son entraîneur, nommé Mizu, lui intime de ne pas répéter l'erreur de Thor dans Infinity War et de toujours viser la tête. Après cela, Mizu s'approche simplement d'Asano, affirmant que Makoto ne s'intéresse plus à lui et commence à l'étrangler à mort. C'est alors que, soudainement, il perçoit la présence de Fiuna et de Rin sur les rails. Cela le fait transpirer abondamment, mais sa jeune élève, Loli, ne réfléchit pas et se précipite immédiatement pour frapper Rin au visage. Malheureusement pour elle, Rin est bien au-dessus de sa ligue. Un simple coup lui brise le poignet et elle est projetée en arrière vers le train, où Mizu la rattrape et décide de s'attaquer personnellement à ses espions. Soudain, sa tête explose comme celle d'un vegan en colère, et il libère un souffle empoisonné dirigé vers les deux jeunes filles. Mais Rin ne s'en soucie guère et lance feu dalle sur la bombe atomique au Japon, tandis qu'elle traverse le poison et tord le train entier, le faisant exploser de manière spectaculaire. Pendant ce temps, Mizu sauve A et s'éloigne en sautant, tandis que Rin s'empare d'Asano aux côtés de Futa, affirmant qu'ils s'occuperont de Tampopo un autre jour. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder la vidéo qui apparaît à l'écran juste après.